2, 3, 4. We're watching movies while the stock markets crash. We got no work and we got no cash. Bonjour à tous, bienvenue à Equilibrium, le podcast où on parle de cinéma en tentant de dépolariser les opinions. Cette semaine, on aborde un sujet assez chaud qui est celui du féminisme et du rôle de la femme au cinéma en 2020. On le sait, il y a plusieurs sujets à cette heure-ci qui sont assez houleux par rapport à ça. On pense entre autres à l'affaire Weinstein qui s'est réglée récemment avec 23 ans de prison pour lui. Très content personnellement de ça, sachant tout ce qu'il avait fait. Et donc, l'épisode ne sera pas nécessairement quelque chose de très jojo, si je peux dire ça comme ça. On risque de parler de sujets assez sérieux. Donc, juste vous mettre en tête que ce ne sera pas un épisode aussi léger que celui sur les nanars, les navets ou encore celui sur l'animation. 3 membres d'Arcalux sont avec nous aujourd'hui. Alex Marchand, bonjour. Bon matin. Sébastien Vaillancourt, bonjour. Hello. Et moi-même, votre hôte Samuel Larivière, qui espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Cette semaine, pour nous aider à creuser le sujet, nous avons eu une grande invitée, donc Léo RC, bonjour. Allô, allô. Donc, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Si tu pouvais nous parler vite fait de toi, d'où tu viens, pourquoi est-ce qu'on t'a invité aujourd'hui? Moi, pour mon petit background académique, moi, en fait, j'ai un bac en sociologie avec une concentration en études féministes. Et je me suis recyclée, en fait, en scénarisation. Donc, je fais des cours de cinéma. Puis j'ai toujours été très intéressée par le cinéma, le féminisme, tout ça. Et la chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir jamais écouté un film de Woody Allen au complet. Il y a certains profs qui seraient pas très contents de t'entendre, mais bon. Je sais. Donc, écoute, on va y aller directement, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, je vais tout de suite partir sur la question qui va être un peu la question centrale de l'émission aujourd'hui. Est-ce qu'en 2020, avec tous les changements qui ont été apportés au cours des dernières années, avec l'avancement du féminisme également, etc., est-ce que les femmes ont vraiment leur place à Hollywood ou dans le cinéma plus en général, que ce soit ici ou à l'international? Ça va être vraiment ça le centre de tout ça. Et de voir justement comment on voit ça, comment c'est vu aussi par les gens. Donc, j'aimerais vous entendre un peu sur votre avis, peut-être chacun votre tour, sur cette question-là, de manière générale, pour ensuite déboucher sur d'autres choses. Mais moi, j'aimerais souligner vite fait que ça fait, au moment de la sortie de l'épisode, ça va être un gros point d'interrogation, mais qu'on a passé la Journée internationale de la femme. Hein, ouais. Où est-ce que je sais pas si c'est un temps pour célébrer ou pour se poser des questions, mais joyeuse Journée de la femme, même si on est en retard. Pour ce qui est de la place de la femme au cinéma, moi, je le vois un petit peu comme en deux sections, où est-ce qu'on a vraiment la machine, là, l'industrie, la production qui est derrière les films, et le film lui-même, où est-ce qu'on a les problèmes de représentation au cinéma. Ben moi, tu sais, c'est un peu comme toi. J'ai l'impression que je distingue vraiment le cinéma hollywoodien comme en tant qu'une grosse usine qui fait des films, mais en même temps, tu as aussi la tendance du public. Moi, dans mon humble avis, j'ai l'impression que la tendance du public va lentement mais sûrement, ça se penche de plus en plus vers une équité entre hommes et femmes. Ouais. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est Hollywood qui a toujours le dernier mot. Donc, eux, ils vont viser davantage le profit. Peut-être que ces idéaux-là vont pas être appliquées aussi vite que je pense que la majorité l'aimerait. Ouais. Pour ma part, c'est sûr, première distinction à faire, journée des droits des femmes, pas journée de la femme. D'ailleurs, la femme, c'est qui? C'est une question qu'on se demande, puis souvent quand justement j'entends les gens parler de cinéma, féminisme, c'est comme oui, mais la femme, puis la femme n'existe pas, en fait, on parle des femmes, parce que on est quand même pas un groupe entièrement homogène. Puis moi, c'est sûr, là, écoutez, j'ai des stats, là, on va parler statistiques un petit peu, tu sais, puis ça, c'est des stats de 2019. C'est les 100 films les plus rentables. Fait que, on parle d'Hollywood, on parle de la machine, on est dans le cash, tu sais. Puis, pour moi, il y a 3 niveaux d'analyse. Tu sais, il y a qui fait les films, réalisation, production, qui est derrière la caméra, qui tient le micro, acteur, actrice également. L'écriture aussi, là. Oui, l'écriture aussi, vraiment. Il y a le deuxième niveau, qui est qu'est-ce qu'on a à l'écran, là, tu sais, qu'est-ce qu'on regarde, c'est quoi le film, qu'est-ce que le film dit. Puis, le film est écrit pour qui aussi? Ouais. Puis, pour moi, c'est des distinctions qui sont importantes. Écoutez, je vous sors une couple de stats comme ça avant qu'on aille plus loin. Là. En 2019, les 100 films les plus rentables, 15% des réalisatrices sont des femmes, donc 15%.
17% des scénaristes et 18% des studio heads, donc les gens à la direction des studios. Puis apparemment, on devrait célébrer parce que 15% en 2019, c'est le plus haut qu'on a eu de loin. On a une grosse amélioration depuis 2018. Fait que c'est une statistique, mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Ouais. Fait que je pense que c'est flagrant, puis on peut pas vraiment faire semblant qu'il n'y a pas de problème majeur systémique. Est-ce que ça s'améliore? Je pense que oui, quand même. Là. Est-ce que ça s'améliore assez vite? Ouais. On va le savoir à la fin du podcast. Ouais, c'est ça. Moi, j'abonde un peu dans le même sens que toi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a plusieurs problèmes par rapport à ça à Hollywood, que ce soit justement dans la représentation au niveau des personnages, disons, qu'au niveau des réalisateurs, des personnes qui font les films. On s'entend qu'il y a vraiment une espèce de décalage entre le super progressisme qui est supposément au cœur d'Hollywood et dont plusieurs personnes font part en disant on sait bien, l'industrie du film est très vraiment de gauche, etc. Puis quand tu regardes dans les faits, c'est peut-être pas aussi rapide et aussi progressiste que l'on pourrait penser, disons. Mais ouais, puis sinon, en dehors de ça, pour revenir à la question initiale un peu, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a tous ces problèmes-là qui entourent Hollywood. Puis là, on parle des femmes, mais ça touche aussi les personnes racisées. On sait que le cinéma afro-américain connaît une grande ressurgence en ce moment avec des réalisateurs comme Jordan Peele, Ava DuVernay, etc. C'est super cool. Sauf que on célèbre ça, puis c'est cool qu'on le célèbre. Sauf qu'en même temps, on célèbre quelque chose qui est pas... qui a pas encore atteint son apogée, qui pourrait être beaucoup plus haut. Puis tu sais, justement, tu parlais des recherches que tu avais fait, les stats. Moi aussi, je suis allé voir tantôt quelque chose pour le fun, puis c'est les films de 2020 les plus attendus. Donc, les gros titres, les gros films. Puis, à part Black Widow, il n'y a pas grand film qui soit mettre de l'avant des personnages féminins ou encore qui sont écrits ou réalisés par des femmes. Donc, c'est vraiment là qu'on voit que au niveau de ce que le public veut, ce que le public attend, il y a vraiment une espèce de dissonance entre les deux sexes, si je peux dire ça comme ça. Ouais, clairement. Puis, tu sais, je veux dire, il faut juste regarder les Oscars. Tu sais, dans votre épisode des Oscars, vous avez jasé les candidats puis tout, puis les nominés plutôt. Puis, tu sais, les 5 réalisateurs nominés pour le meilleur film, ben c'était Kat Blanc puis Bong Joon-ho. Thank God, Bong Joon-ho a gagné. Pas juste parce qu'il est pas blanc, mais parce que c'était vraiment mérité. Puis c'était beaucoup de gueule dans la gueule de l'Académie, là. Mais, tu sais, puis je pense, entre autres, au César aussi, qui ont décidé de donner leur gros prix à notre préféré, Roman Polanski, qui est vraiment sarcastique, ce que je viens de dire. J'ai l'impression que, tu sais, entre l'Académie comme cercle d'influence, l'industrie comme système capitaliste, le profit, l'espèce de clique, le public, tu sais, je pense pas qu'il y a un coupable là-dedans. Je pense que, tu sais, c'est un système, puis ça s'auto-reproduit, les systèmes, tu sais. Fait que c'est dur de juste dire... Tu sais, mon père, il me dit tout le temps ça, là. « Attends, les choses vont s'améliorer, ça va changer. » Puis je suis comme « Ah, je pense pas, non. » Puis, tu sais, l'un encourage l'autre, qui encourage l'autre, qui encourage l'autre. Fait qu'on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux où on reproduit ce qu'on veut voir. Ouais. Fait que, tu sais, ben, au réalisateur, on a un Scorsese, puis, tu sais, on a tous les classiques comme ça. Puis on se retrouve avec 4 dudes blancs, tu sais, qui sont nominés. Puis à chaque année, on est comme quoi? Encore, tu sais, puis encore. Puis combien d'années on va se dire encore avant que ça change, tu sais? C'est sûr que c'est dur aussi de nier le talent des gars en question qui étaient nominés cette année. Là. On parle de grands réalisateurs, on parle de Scorsese, on parle de Tarantino, etc. T'sais, selon moi, il y avait leur place. Est-ce que on en a parlé un peu par la suite dans la deuxième partie, mais est-ce que Greta Gerwig aurait pu avoir sa place là? T'sais, nous autres, on n'a pas vu Little Woman. Il y a certains de nos invités qui l'avaient vu. Donc, c'est dur de se positionner par rapport à ça, mais c'est ça. Je crois que les hommes en question avaient la place, mais je comprends parfaitement ton point. D'ailleurs, pour revenir à ça un peu, Roman Polanski, pour ceux qui auraient seulement vu The Pianist, qui ne connaîtraient pas en dehors de ça, peux-tu expliquer rapidement pourquoi le tollé au César, etc.? Ah, ben écoute, Roman Polanski. Roman Polanski, bon, j'ai pas sa biographie par cœur, mais Roman Polanski, en gros, là, a été accusé par de nombreuses femmes, et très jeunes, je vais dire filles, parce qu'on parle quand même de très jeunes filles, là, on est en bas du 16 ans, là, a été accusé, en fait, d'agression sexuelle, viol et compagnie. Par de nombreuses, et en fait a été poursuivi aux États-Unis, a été déclaré coupable pour un cas, si je ne me trompe pas, aux États-Unis aussi, et a fui en fait en France. Il est allé se réfugier en France pour éviter justement fuir en fait un des procès et bon, tout le kit.
Et la France l'a accueilli à bras ouverts parce qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Et cette année, en fait, le film qui a été nominé, ça s'appelle J'accuse. C'est un film sur l'affaire Dreyfus. Donc, l'affaire Dreyfus, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est un officier juif en France qui a été accusé de trahison. C'était vraiment un coup monté antisémite vraiment terrible. Donc, notre ami Polanski, en fait, se voit comme une victime accusée de trahison, puis il est framé, puis c'est pas de sa faute. Fait que lui, il s'est dit, c'est la bonne année, let's go, je vais faire un film sur Dreyfus, je m'approprie cette histoire-là, très importante pour les Juifs quand même en France, puis pour l'histoire de la France tout court. Et qui a déjà été adapté, si je ne me trompe pas, au cinéma. Là, ah c'est ouais, pas, mais j'accuse, tu sais, Émile Zola, j'accuse, c'est du commun. Là. C'est pas une histoire cachée dans un coin là, que lui, il aurait sorti. Non, c'est ça. Donc, il fait ce film-là, déjà, ça prend du culot pour faire ce film-là quand il est dans sa position. En effet. Puis les Césars décident de lui offrir le meilleur film ou la meilleure réalisation, là, ou les deux, je sais même pas. Là. Et c'était quand même extraordinaire de voir Adèle Haenel, qui est l'actrice dans Le Portrait de la jeune fille en feu, quand ça a été annoncé que Polanski a gagné, s'est levée, a foutu le camp en criant « Ah, c'est la honte » ou quelque chose comme ça. Puis il y a plusieurs femmes, en fait, qui ont quitté la pièce, des survivantes d'agressions sexuelles, qui trouvaient que, justement, que c'était complètement aberrant. En fait, c'est un move politique de la part, je sais pas s'ils appellent ça l'Académie, là, mais la gang des Césars, ce qu'ils disaient, c'est « Voici notre décision, voici ce qu'on fait. » Fermez vos gueules, tu sais. Fait que c'était... Ouais, j'étais pas de très bonne humeur ce matin-là, moi. Tu sais, je connaissais pas l'histoire, merci de l'avoir raconté, puis je trouve ça... Ouais, puis tu sais, j'ai name-droppé Woody Allen aussi dans mon intro. Woody Allen, un autre que je n'aime pas du tout, puis... Tu sais, ça me fait rire aussi parce que t'écoutes des films de Woody Allen joue souvent à Woody Allen. Ouais. Puis les personnages de Woody Allen, ben souvent, ils se retrouvent à, tu sais, avoir des relations sexuelles avec des filles d'en bas de 20 ans et tout, tu sais. Puis, tu sais, c'est à un point où c'est tellement normal pour lui. Puis là, il veut publier son mémoire aussi. Puis il y a des maisons d'édition qui veulent annulé, pas. Ça a été annulé, exact. Puis bon, l'histoire est assez complexe, là, mais... Tu sais, ce que je me demande, là, c'est avec la quantité de films qu'il y a derrière. Le cinéma, c'est une industrie gigantesque. On fait des films partout dans le monde. Puis avec tout ça, avec tout l'excellent cinéma qu'on produit, est-ce qu'on a encore besoin d'un Woody Allen? Est-ce qu'on a encore besoin de Roman Polanski? Je vous lance la question, là. La réponse est je trouve ça hyper intéressant comme question, en fait, parce que, comment je dirais ça, il y a souvent cette conversation, cette discussion de dire on sépare l'homme de son art, disons. Puis c'est quelque chose qui a été dit maintes fois, puis pour plusieurs trucs. Là. On pense à plusieurs personnes, entre autres des gens qui sont décédés. Je pense entre autres à Kobe Bryant récemment, qui avait eu des accusations contre lui. Puis à son décès, il y a des gens qui ont ressorti ces accusations-là. On leur a dit à ces personnes-là que c'était pas correct de faire ça à la mort de quelqu'un, etc. Puis qu'il fallait séparer l'homme de la personne qui a pu être aussi l'athlète, etc. Puis, c'est une affirmation qu'il y a une partie de moi qui est d'accord parce que c'est vrai que, on prend Rosemary's Baby, qui est un des premiers films de Polanski. C'est un super bon film d'horreur qui a fait vraiment beaucoup de trucs intéressants. Il a apporté beaucoup de trucs au cinéma d'horreur, au cinéma. Donc, c'était un peu nécessaire comme film à cette époque-là, puis ça a longtemps été étudié justement pour son apport. Sauf que à ce point, quand justement tu dis maintenant, on en a plein de références. On a L'Exorciste, par exemple. On a, je pense à plus récemment, on a des excellents films d'horreur qui sont sortis récemment qui vont permettre à une nouvelle génération de faire des films dans ce sens-là. Est-ce qu'on a encore besoin de Rosemary's Baby autant qu'on en avait besoin dans les années 60 parce que ça a été sorti en 69? C'est là que justement j'abonde un peu dans ton sens que rendu au point où on en est, on n'a peut-être pas besoin de le vénérer non plus. C'est que je comprends le discernement entre l'homme et son art, mais on n'est pas obligé de vénérer un homme à cause de son art quand on sait qu'il a fait des choses vraiment pas correctes de l'autre côté. Tu sais, comme nommer des rues, des écoles, des parcs, etc. Comme ouais, Jutra, c'est ça. Là. Ouais. Ouais, Jutra, c'est ça. Là, c'est... Moi, je peux aborder vite fait là, en disant que il faut faire attention à la représentation du modèle. Tu sais, l'industrie, on la voit comme le maître un peu. Là, où est-ce qu'on peut prendre inspiration? Où est-ce que des films sont justement là, des modèles? Là, où est-ce qu'on peut s'inspirer là, avec les grands classiques, avec les Polanski, les Jutra. Puis... c'est ça, il faut le séparer un peu. Je pense que tu l'as bien dit, là, de tone down un peu l'espèce d'apothéose qu'on fait à certains réalisateurs, sachant en plus ce qu'ils ont fait. Mais je pense que dans certains cas, je pense qu'on peut pas vraiment séparer les deux, l'homme de son art, parce que,
je dis dans certains cas parce que je pense, mettons, justement, on vient d'enregistrer l'épisode des Nanars, où Ouais. est-ce qu'on a Weinstein, la personne, tu sais, qui a Ouais, fait des ouais. accusations, et dans son film, ça respire Ouais, l'espèce de... ça, Jean-Daniel en a parlé ouais, sans ouais. détail. Là. Ouais. Fait que ça respire l'espèce de... Ah, non, c'est dégueulasse. Donc, ouais, dans ce cas-là, on peut pas séparer, on fait juste accuser, voilà, détruisons ce cinéma un peu, critiquons-le Ouais. une fois pour toutes. Ouais, ben, t'as à dire, dans ces cas-là, mais moi, j'ai l'impression que c'est important de comme jamais oublier l'artiste, le réalisateur, quoi que ce soit. C'est qui cette personne-là? Bon, il y a un exemple extrêmement utilisé, c'est les peintures d'Adolf Hitler. Mais, tu sais, c'est sûr, peut-être pas que ces peintures représentent ce qu'il a fait, mais c'est quand même... Oui, tu vas avoir le droit de dire que oui, ces peintures sont belles et tout, mais je trouve que c'est extrêmement important de pas oublier c'est qui, dans le fond. Ouais. Ben, moi, je suis pas mal d'accord avec toi. Puis, tu sais, justement, l'espèce d'argument de séparer l'homme, l'artiste. Tu sais, moi, bon, j'ai un background en sociologie, fait que je m'intéresse. En fait, il y a comme deux approches que je vois pour analyser le cinéma, là. Quand on peut parler l'approche un peu plus française, la cinéphilie, on s'intéresse à la forme, l'esthétique, puis on vénère beaucoup, en fait, les cinéastes, les réalisateurs. On parle de Godard, on parle de Truffaut, Ouais. tu sais, ces espèces de dieux vivants-là. Puis, justement, tu parlais de modèles. On a des modèles, on veut les imiter. C'est vraiment, on admire l'homme derrière le film. Puis je dis l'homme parce que c'est vraiment rare qu'il y ait des femmes qui réussissent à percer dans cette approche-là. Là. Moi, en fait, où je me positionne, j'observe le cinéma, j'analyse le cinéma comme un objet culturel. Fait qu'un objet culturel, c'est produit dans une chaîne de production. C'est un objet culturel qui a un impact culturel, qui est impacté culturellement. Ouais. Puis je pense qu'on oublie, on écoute un film au cinéma, puis on oublie en fait que ben, la personne qui fait le montage, la personne qui donne des bouteilles d'eau sur le set, ben, c'est tous des êtres humains, en fait. Hein. C'est pas une espèce d'œuvre d'art qui apparaît par elle-même. C'est créé par des personnes. Puis, ben, quand on regarde le cinéma comme ça, justement, des gens comme Weinstein, puis pour moi, Woody Allen, c'est le meilleur exemple, on met tellement de nous-mêmes dans nos films, puis n'importe quelle, en fait, production créative, tu sais, ça vient de nous, ça naît de nous. Fait que pour moi, ces gens-là, ça paraît dans leurs films, leur conception des femmes, puis leur conception du consentement, puis leur conception de, tu sais, ça transparaît, là. Puis eux autres sont tellement convaincus qu'ils n'ont rien fait de mal, que dans leurs films, tu sais, ils vont les mettre, les dialogues, là, où Ils vont disent, se déculpabiliser. Exactement, tu sais. Puis là, en ce moment, bon, Weinstein a été condamné à 23 ans de prison. Il a aussi été acquitté de beaucoup d'accusations, là, tu sais, je veux dire, c'est une victoire quand même. Là, Weinstein, c'est notre bouc émissaire, là. Tu sais, mais hey, on a eu Weinstein, on a eu Kevin Spacey, on a eu Eric Salva ici, tu sais, dans la vague MeToo. Ouais. Il y en a eu énormément. Il y en a eu vraiment beaucoup. Puis on en a oublié la grande partie. Là. Je crois justement Kevin Spacey et Eric Salvaire, c'est les deux que tu me dis, puis en ce moment, c'est peut-être les deux que je suis capable de me rappeler. Là. Ouais. Puis même, tu sais, là, on parle vraiment de des cas que c'était vraiment agression sexuelle, textbook, selon le cas de la loi, mettons, là. Mais tu sais, il y a aussi Uma Thurman, tu sais, qui a fait un témoignage sur comment travailler avec Tarantino sur le set de Kill Bill. C'était pas exactement Jojo, tu sais, puis il lui faisait faire des trucs pas nécessairement qui étaient dans le contexte ou le spectre de l'harcèlement sexuel, mais tu sais, il lui faisait faire des cascades qui étaient assez dangereuses. Elle disait qu'elle voulait pas. Fait que, tu sais, la question du consentement puis du respect des limites, en fait, ça dépasse juste l'aspect sexuel, disons. Puis d'où là toute l'idée du pouvoir, tu sais, le réalisateur vénéré. Si Tarantino t'a dit de te pitcher en bas du pont, ben tu te pitches en bas du pont parce qu'il fait des films incroyables puis il est tellement drôle, puis tu sais, puis il y a comme cette espèce de... Tu sais, les films viennent, je vais parler en marxiste, là, mais la force de travail des acteurs, des actrices, des travailleurs, travailleuses, ben, tu sais, le réalisateur vient comme tout chercher ça. Puis là, la discussion plus large à avoir, c'est comment on veut travailler dans l'industrie du cinéma, comment on veut traiter les acteurs, les actrices, puis tout le monde en général dans le cinéma. Tu sais, je pense que ça dépasse juste l'idée que, bon, les viols et les agressions sexuelles, c'est des pandémies, là, pour utiliser le mot, du temps. Le mot de l'heure. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de large, puis ça dépasse le cinéma aussi, là. Écoute, tu parlais de films comme étant un produit de la société et les films étant un reflet de la société également. Puis j'abonde complètement en ce sens-là. Ça m'amène à la prochaine question, c'est-à-dire, sachant cela, sachant que la plupart des films qui sont faits aujourd'hui sont en lien directement avec la manière dont notre société fonctionne. Est-ce que la raison pour laquelle les films
justement plus féministes, à tendance plus féministe, ne fonctionnent pas au cinéma, vient du fait que les gens n'ont pas envie de les voir? Ou est-ce que c'est du fait que ces films-là ne rapportent pas et donc qu'on les produit moins, etc., qu'on fait moins de publicité par rapport à ça? Parce que ça, je vais sortir rapidement une petite statistique par rapport à ça. Sur 3 films de super-héros qui sont sortis dans les dernières années. Donc, on a Wonder Woman, qui a très bien réussi au cinéma, a fait beaucoup, beaucoup d'argent, parlait un peu d'être un film féministe, etc. C'est un film qui est réalisé par une femme, mais écrit et produit par des hommes. Et donc, il a fonctionné. Captain Marvel, 1 an ou 2 plus tard, même chose. Brie Larson qui fait plusieurs sorties pour dire « Ah oui, le film est féministe, le film est féministe ». Personnellement, je trouve pas qu'il l'est tant que ça. Et donc, un film co-réalisé, co-écrit par un homme et une femme, et également produit par des hommes. Et très récemment, cette année en fait, Birds of Prey, le film sur Harley Quinn, qui est sorti pour dire « Oui, c'est un film féministe, etc. » Écrit, réalisé, produit entièrement par des femmes. Donc, je pense qu'il y a un homme dans la production, puis c'est comme une figure un peu plus mineure parce que c'est Margot Robbie qui est à la base du projet, qui est l'actrice qui fait Harley Quinn. Ouais. Le film s'est planté complètement. Il n'y a personne qui est allé le voir. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est l'effet de Suicide Squad est sorti quelques années plus tôt, c'était un navet absolu, donc on n'ira pas voir ça? Ou est-ce que c'est vraiment le fait, OK, le film est entièrement fait par des femmes, il n'y a pas de pub autour, etc., donc on s'en fout? Moi, c'est un peu la question, justement. Est-ce que les films féministes ne sont pas vus parce que c'est des films féministes et que les gens s'en foutent? Ou est-ce que c'est d'autres problèmes autour qui sont une espèce d'accumulation de plusieurs fonctions autour qui font qu'on ne voit pas ces films-là? Ben, c'est une bonne question. C'est la question à 1000$ littéralement. Écoute, pour Birds of Prey, je pense définitivement que c'est pas un film Marvel. Suicide Squad, c'était navet, là, mais navet, c'était nul. En plus, le Joker est sorti. Ça a apporté de l'attention sur le Joker, justement, qui a bien performé aux Oscars. On a encore plus ri de Jared Leto. Je pense que ce film-là, tout était enligné contre le film. Film que j'ai vu, très bon film d'ailleurs. Ouais. C'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, là, mais c'est un bon film d'entertainment. Puis je pense que ça, c'est quelque chose... quand on va voir des films, justement, de femmes ou plus orientés, où il y a plus d'actrices, je pense qu'on les met à un standard qui est plus haut un peu, là. Ouais. Puis d'ailleurs, petite distinction, avant que je parte sur un autre sujet, mais cinéma de femmes, cinéma féministe, pas la même chose. Ouais. Puis, tu sais, le fait qu'il y ait des femmes veut pas dire que c'est un cinéma qui est féministe. Pour moi, un cinéma qui est féministe, c'est un cinéma qui se positionne contre un système patriarcal. Fait que, tu sais, des fois, c'est ce truc-là. On a fait un film avec des femmes, automatiquement, yes, féministe, on met #woke, tu sais, comme, on a tout le creds, là. Pas nécessairement. Tu sais, je vais vous parler d'un autre film qui a vraiment été mis dans les dernières années, Ghostbusters, tu sais. Ouais. Écoute, Ghostbusters, un grand chef-d'œuvre. Puis moi, j'ai vu les anciens, j'ai vu le nouveau, puis... Tu sais, est-ce que c'était un grand film du cinéma? Non. Est-ce que c'était si pire que, tu sais, les petits néo-nazis alt-right sur Reddit me disaient? Non plus. Puis c'est drôle parce qu'il y a tellement une résistance à ce qu'on fasse, par exemple, Ghostbusters féminin, puis est-ce que je pense que c'est la meilleure idée du monde? Pas nécessairement. Mais tu sais, on s'est mis à parler de Ghostbusters, l'original, comme si c'était, là, écoute, Ben Hur, là. Oh, oui. Ghostbusters, l'original, là, c'est bon, là, mais c'est pas un grand film de cinéma, non, là. C'est de l'humour, c'est un peu, tu sais, c'est... Mais, tu sais, soudainement, là, parce que les femmes ont touché à ce film-là avec nos petites mains de femmes, là, soudainement, il fallait défendre le canon cinématographique de Ghostbusters. Ghostbusters, c'est des jokes de glu verte, là. Fait que bref, là, j'ai dévié de ta question, mais, tu sais, je pense que c'est un mix de... Tu sais, Birds of Prey, il a changé de nom 4 fois aussi, là. Tu sais, ça a comme brassé un petit peu. Pour justement rajouter Harley Quinn dans le titre pour que les gens puissent comprendre que c'est un film de ça, là. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense définitivement qu'il y a un sexisme chez le public, dans la production. Tu sais, c'est comme l'œuvre entière. On en parle moins. Ça a mal paru à cause de Suicide Squad. Tu sais, Scorsese ou Tarantino sort un film, automatiquement, tout le monde va voir ça. Tu sais, puis c'est un film féministe, tu sais. Honnêtement, tu sais, je sais pas quoi répondre à ta question exactement. Tu sais, je pense que c'est un mix entre les valeurs et la rentabilité, justement, tu sais, mais je pense que c'est la preuve que le système en tant que tel va pas changer les choses. Il va falloir y forcer la main un peu, tu sais, puis...
sais, des films de super-héros, justement, que ce soit des femmes, tu sais, c'est quand même hallucinant le nombre de films Marvel qu'on a eu centrés sur les Avengers. Ouais. Là. Puis écoute, j'adore Marvel, j'adore les Avengers, là, mais calique, Black Widow dans les Avengers avec son décolleté, là, c'est pas vrai là, qu'elle va se battre contre des aliens là, en décolleté, ça n'a pas de bon sens. Puis justement, je reviens à Birds of Prey, mais tu sais, je regardais une comparaison entre la façon dont la caméra regardait Harley Quinn dans Suicide Squad Ouais. versus Birds of Prey. Puis, tu sais, on parle du male gaze. Ouais, puis, ouais. tu sais, dans Suicide Squad, là, c'est un personnage hyper sexualisé qui est là pour plaire au Joker. Elle est sexy, elle porte des jupes. Et quand tu regardes Birds of Prey, ben, c'est pas ça du tout, tu sais. Elle est encore sexy, elle porte encore des vêtements sexy, mais la caméra n'est pas là pour la découper en morceaux, puis l'érotiser, puis la Ouais. sexualiser, tu sais. Puis ça paraît quand c'est une caméra qui tient... C'est une caméra qui tient la femme. Ben oui, toi. C'est une femme qui tient la caméra, qui regarde la femme, plutôt. Tu sais, je pense que tu parlais justement de quand il y a des femmes dans l'équipe, les petites nuances comme ça, elles se sentent, là. Ça, c'est visible dans l'image. C'est comme... Moi, je le découpe en deux façons, là, où est-ce qu'on a l'écriture, la perception là, de ce que l'intention de départ, puis l'image. Tu sais. Puis là, on peut faire ce parallèle-là avec Transformers 1, avec Megan Fox, qui apparemment, là, j'étais allé chercher un peu vite fait hier soir, là, mais que l'écriture du personnage duquel Megan Fox joue était pas si mauvais que ça. Là. Je veux dire, elle dépendait pas des hommes, elle avait vraiment une espèce de détachement par rapport à l'histoire, puis où est-ce qu'elle était vraiment libre d'elle-même. Puis on prend Michael Bay, on lui donne une caméra, puis qu'est-ce qu'on a? On a des plans en male gaze là, au ralenti sur, tu sais, j'ouvre un capot de char, puis voilà. Là. Ça, c'est de la sexy mécanique, là. C'est ça. Oh là là. C'est ça. Fait que, ouais. Mais ouais, pour ma part, pour répondre à ta question concernant Birds of Prey, j'ai l'impression que le dernier film Joker, Ouais. qui a été vraiment populaire, je pense que ça montre que, dans le fond, la raison pourquoi peut-être que Birds of Prey a moins bien marché, c'est parce que justement le public s'est dit c'est féministe, ça doit être SJW, fait que je vais pas aller le voir. Tu sais, je pense que c'est pas entièrement de la faute de Suicide Squad, d'après moi. OK. Parce que sinon, le dernier Joker aurait pas été aussi populaire qu'il l'a été, dans le fond. Parce que, je veux dire, Harley Quinn, c'est pas un petit personnage, là. Non, en effet. Ça a été transposé dans plein des cartoons comiques, évidemment. Mais ouais. Ouais, puis en plus, tu regardes justement les gens qui vont vouloir voir justement Harley Quinn. Tout le monde en parlait là, au moment où Suicide Squad a été annoncé. C'était la chose. Il y a personne qui parlait du personnage de Will Smith. Là. Tout le monde s'en foutait de Deadshot. Là. C'était Harley Quinn, enfin, au cinéma. On va avoir une représentation avec Margot Robbie, en plus, qui est une super bonne actrice, une super belle femme, en plus. Donc, écoute, le monde a capoté leur vie. Et finalement, c'est ça. Ça sort au cinéma et c'est un énorme navet qui a pas aimé du tout. Tantôt, t'as dit quelque chose, ça en fait penser. Tu parlais justement, il y a un film de Scorsese qui sort, Tarantino, tout le monde se garoche. Est-ce qu'il y a des réalisatrices comme ça qu'on peut dire, il y a un film d'elle qui sort et les gens vont voir? J'ai l'impression que non. Puis pourtant, je peux en nommer des bonnes réalisatrices, là, des très bonnes réalisatrices. Ouais. Je pense à Jane Campion, Greta Gerwig, entre autres. Mais est-ce que le monde, quand ça sort, c'est autant médiatisé justement qu'un Tarantino? Est-ce que c'est le nouveau Tarantino est sorti, faut qu'on aille le voir? J'ai l'impression que non. Ben non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas le même hype inconditionnel, je pense. Puis, tu sais, je regardais justement un peu avant l'émission, je regardais c'est qui les réalisatrices les plus populaires et tout, tu sais, en termes de chiffres puis tout, tu sais. Puis bon, Jane Campion, entre autres, sortait, que tu me nommais, puis Catherine Bigelow aussi, Ah tu sais. oui. Mais tu sais, puis je pense que la distinction aussi est à faire là, que moi, si le film est fait par une femme, ça veut pas automatiquement dire qu'il est féministe ou que je vais l'aimer, d'ailleurs. Puis moi, Catherine Bigelow, ben en général, j'aime pas ce qu'elle fait. En tant que cinéma, c'est du bon cinéma, là, mais dans son propos, comment qu'elle aborde le sujet, personnellement, tu sais, fait que comment dire? Juste parce que je veux que le cinéma soit plus féministe, qu'il y ait plus de femmes, tu sais, je suis contente là, quand si Catherine Bigelow gagne un Oscar, là, c'était correct, là, c'est des bonnes nouvelles, mais tu sais, les femmes, justement, on parlait que c'est pas un groupe homogène, tu sais. En effet. Puis après ça, tu sais, quand on parle des femmes, la femme, je ramène la femme, tu sais, la femme qui apparaît dans notre tête, c'est qui? Ben, c'est probablement une femme blanche, c'est probablement une femme hétérosexuelle, cisgenre, c'est probablement une femme, tu sais, assez traditionnelle dans ce sens-là. Quand on tombe, en fait, dans... quand on s'intéresse un peu plus profond, en fait, à la question de la représentation puis de l'égalité au cinéma, ben on peut pas s'arrêter à juste
y avait-tu des femmes dans la salle? Ouais. Parce que déjà, c'est déprimant. Tu sais, 15% des réalisatrices, ça part déjà très, très mal. Puis tu sais, j'ai des stats ici, là. Puis là, ça, c'est pas seulement les femmes. Ça inclut les hommes aussi, des personnes racisées, en fait. On parle de 14% des réalisateurs-réalisatrices, 13% des scénaristes, 9% des studio heads. Donc, c'est un petit peu moins que les femmes. Ouais. Hein? Donc, les personnes racisées aussi, on les aime pas trop au cinéma, ça a l'air. Puis j'ai une couple d'autres stats un peu fun pour vous, là. On va regarder ça. OK. Les femmes dans les 100 films les plus populaires en 2019, c'est 37% des caractères... Je fais de la traduction instantanée. Les personnages principaux. 37%. Okay. Bon, c'est pas la moitié, mais c'est quand même pas la fin du monde. C'est 34% de tous les personnages qui parlent. On en perd quand même un peu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que 68% des personnages féminins qui parlent, donc les backgrounds en arrière, hein, on compte pas ça, c'est vraiment les personnages qui ont au moins une ligne de dialogue. 68% sont blanches, 20% sont noires, 5% latinas, 7% asiatiques et 1% autres, tu sais. Fait que, tu sais, il y a une amélioration dans le cinéma à Hollywood quand même. Il y a de plus en plus de femmes, mais femmes, ça cache un peu la réalité. On devrait dire qu'il y a de plus en plus de femmes blanches, tu sais. Puis ça, c'était une autre chose. Je reviens aux Oscars puis à Bong Joon-ho, tu sais. Bon, c'est pas une femme qui a gagné. Est-ce que je devrais être fâchée? Ben, bon, je suis fâchée qu'il n'y ait pas de femme qui a été nominée, évidemment. Mais pour moi, juste le fait que ça soit pas un doute blanc qui a gagné, ah ben quand même, hein, on gagne... on gagne des petits points lentement, mais sûrement. Là. Ouais. Moi, c'était un peu ça, honnêtement, que j'avais... ma peur, c'est que j'ai vu Parasite. Et écoute, c'était mon film de l'année, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Je trouve que c'est un excellent film. Et quand j'ai vu que 1917 avait été fait, qui était annoncé, Sam Mendes comme meilleur réalisateur, 1917 nominé pour meilleur film, ma grosse peur, c'était, OK, c'est un film de guerre, c'est un Oscar bait. Puis à côté, t'as Parasite, qui est pas du tout un Oscar bait, c'est juste un excellent film, c'est un chef-d'œuvre à mon humble avis. Puis je me disais, est-ce qu'il va pas gagner juste parce que justement, c'est pas un film qui est d'habitude oscarisé? Et c'était un peu ma peur. Puis quand justement il a gagné, je me suis retrouvé très content. Puis tu dis de faire la distinction entre des films faits par des femmes et des films féministes. Je trouve ça hyper intéressant parce que t'as aussi des artisans, des hommes, qui font des films que sont ultra féministes. Là. Je pense entre autres à Ridley Scott avec Alien et Thelma et Louise, que, écoute, c'est des icônes. Magnifiques films. Et plus récemment, on a aussi Guillermo del Toro, que, écoute, son cinéma, c'est très dur de dire que c'est pas du cinéma féministe. Là, avec Labyrinthe de Pan, Shape of Water récemment, qui faisait une claque immense à MeToo, puis selon moi, c'est un peu pour ça qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film cette année-là. Donc c'est ça, c'est qu'on a aussi des réalisateurs, des hommes, qui travaillent très fort dans le même sens que justement pour apporter une meilleure image des femmes au cinéma. Puis ça, je trouve ça hyper intéressant aussi de l'apporter. Oui, absolument. Puis je suis d'accord avec toi, t'as nommé 2 réalisateurs que j'aime beaucoup. Puis c'est drôle que tu parles de Ridley Scott puis de Alien parce que dans le film de genre science-fiction, horreur, beaucoup plus de rôles féminins, étonnamment. C'est sûr qu'on a typecasté un petit peu. En fait, j'ai une autre statistique pour vous. Les protagonistes femmes. Donc, quand on parle de protagonistes, hein, c'est vraiment la personnage principale ou bon, si sont 2-3, c'est dans les 2-3. Là. Le plus de chances d'avoir une femme comme protagoniste, à 26%, c'est dans les films d'horreur, en fait. Ouais. Puis bon, on le sait, là, la Final Girl. La Final Girl, exactement. Puis j'adore le cinéma d'horreur, fait que, tu sais, j'ai un regard critique par rapport à ça, mais j'ai aussi comme, j'aime le cinéma d'horreur. Puis quand même, on descend en science-fiction, on est à 8%, là, ça prend le bord un petit peu. Mais ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça fascinant, l'horreur, parce que... Je sais pas si vous avez vu Midsommar de Ari Aster. Non, pas encore. C'est un film qui m'a fasciné, moi. Tu l'as vu, Alex? Non, mais j'aimerais. Non, mais c'est un grand film. Puis, bon, Ari Aster, c'est un homme, c'est écrit par un homme, mais... Dans ce film-là, on explore comme la blessure profonde de la misogynie du patriarcat chez les femmes. Puis c'est un maudit beau trip, là, vous allez voir. Mais, tu sais, c'est pas impossible là, pour des hommes d'écrire des bons personnages féminins ou écrire des histoires féministes. C'est pas impossible. Est-ce que c'est plus difficile parce que ça fait pas partie de l'expérience vécue? Ouais, c'est ça. Clairement, tu sais. Puis, tu parlais du genre d'horreur, puis on parlait de la Final Girl. Sauf j'ai l'impression que récemment, il y a encore beaucoup de personnages féminins qui sont des protagonistes dans les films d'horreur. J'ai l'impression que plus ça va, moins c'est des Final Girls. Je pense récemment à Us de Jordan Peele avec Lupita Nyong'o qui était absolument génial dans son rôle. Tu parlais de Midsommar.
Héréditaire aussi. Ouais. Il y a It Follows qui est sorti il y a quelques années aussi, qui avait un super bon personnage féminin. J'ai l'impression vraiment qu'à ce niveau-là, dans le cinéma d'horreur, ça se recycle beaucoup. The Witch aussi, que j'étais en train d'oublier, mais ça en était un autre. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'au niveau de l'horreur, justement, on recycle un peu ce vieux cliché de la Final Girl-là pour lui donner justement une nouvelle tendance un peu plus féministe. Puis je trouve ça hyper intéressant, justement, dans le cadre d'une analyse. Ouais, c'est clair. Puis moi, j'ai une petite question je vais vous poser. En fait, moi, tu sais, ce que je remarque, puis bon, on a des cours de scénarisation ensemble, là, pour le petit spoiler, là. Je remarque en fait que quand mes collègues de classe écrivent des personnages qui sont des femmes, souvent vont les canter dans certains rôles féminins qu'on connaît, tu sais. Bon, la mère, la blonde, tu sais, comment dire? La femme est vraiment conçue dans ces espèces de rôles sociaux-là, qui sont assez ancrés, en fait, dans nos esprits. Puis le personnage, si on fait juste penser au personnage à son état neutre, n'est pas une femme. Une femme, c'est comme la différence. T'as comme le personnage, puis c'est une femme, elle est différente. Puis moi, j'ai une approche qui est féministe. Je m'inscris aussi beaucoup dans les courants queer, dans les théories queer. Fait pour moi, le genre, faut le déconstruire, faut s'en débarrasser, tout le kit. Puis en fait, je voulais vous demander un peu, vous, dans votre expérience de scénarisation, à l'écriture, avez-vous déjà écrit des personnages féminins? Puis c'était quoi un peu le... Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là, mais la réflexion qui est arrivée derrière ça. Puis maintenant, en rétrospective, comment vous voyez ça? Comment vous pensez à ça, mettons, là? Moi, je peux commencer vite fait. Mon projet de scénario final là, que j'ai écrit pour scénarisation, j'arrive pas pour aller me vanter et tout, là, mais mon personnage principal, mon protagoniste, en fait, était une propriétaire de bar qui se bat contre la mafia et qui en fait, le deuxième protagoniste, c'était sa sœur, si je me trompe pas, parce qu'il est loin un peu mon scénario. C'était sa sœur, et c'était vraiment, là, c'était le centre de l'histoire, et c'était elle qui prenait les décisions, puis c'est elle qui disait non à la mafia. Et j'ai écrit ça sans vraiment y penser. En fait, je suis en train d'y penser maintenant, là, en parlant de personnages qu'on a écrits. Puis, mais je pense que moi... Ce que je vise à faire avec le cinéma, quand moi j'écris ou quand moi j'ai des écrits qui m'arrivent et qu'on dit qu'on va filmer, c'est comme vouloir très très volontairement remplacer des rôles masculins par des rôles féminins, mais rendre ça homogène, de faire un vrai pont avec la réalité. Où est-ce que la population est homogène? Là, on a à peu près la moitié du pourcentage qui est en femmes. Et aussi de prendre les rôles masculins puis d'affaiblir l'espèce de barrière du rôle de « je dois jouer dans Fast and Furious parce que j'ai des gros bras ». Je veux dire, je pense à, mettons, The Danish Girl, juste par hasard comme ça, un film là, qui prend des risques au niveau marketing avec des rôles. Ouais. Où est-ce que... Tu sais, on a le droit de faire ça, là, on a le droit là, de queer coding, puis de prendre des rôles, puis faire ce qu'on veut avec. L'humain est malléable. C'est comme ça qu'on est. Là. Fait que moi, en tout cas, c'est un peu ça l'approche. Sans vouloir brusquer l'approche, rendre ça homogène, puis de prendre les droits. Je pense que, en tout cas, c'est important. À l'écriture du scénario, il y a Samuel ici présent qui a partagé avec moi un conseil qu'il avait appris à l'UQAT. Si t'aimerais le dire, Samuel. Écoute, je m'en souviens pas encore en ce moment. Samuel à l'UQAT s'est fait dire que si tu commences à écrire les scénarios, si t'es nouveau à ça, ça serait mieux d'essayer de pas écrire de personnages du sexe opposé. Parce que, veux pas, tu sais pas c'est quoi. Donc, un peu comme tu disais tantôt, Léo, c'est que justement, c'est plus difficile pour un homme d'écrire une femme. Je pense que c'est aussi plus difficile pour une femme d'écrire un homme de façon non cliché parce que c'est pas, comme tu dis, c'est pas une expérience qu'on connaît nécessairement. Donc, à ce moment-là, c'est que ça devient plus difficile. Puis quand on commence, puis justement, c'est la même chose pour moi. Quand j'ai commencé mes premières esquisses, je me souviens des personnages féminins, ils étaient absolument dégueulasses. C'était des personnages que j'aurais pu remplacer littéralement des fois par des troncs d'arbres, puis ça aurait fait la même chose. Des troncs d'arbres avec des brassiers à pochette. Ce qui arrive, c'est que quand on écrit des personnages du sexe opposé, c'est parce qu'on tombe dans la facilité d'écriture, c'est-à-dire le stéréotype. Puis aussi, on l'écrit par notre point de vue, parce que que justement, quand t'as pas beaucoup d'expérience, quand tu côtoies peu de femmes de façon, disons, personnelle, quand t'as pas de discussion vraiment profonde et précise avec des femmes autour de toi, c'est dur de voir justement leur monde à eux, la façon dont eux voient les choses. Donc à ce moment-là, t'écris comment tu penses que eux voient le monde selon tes yeux d'homme.
c'est ça qui rend ça difficile. Puis avec les années, justement, j'ai réussi à parler avec des gens, je me suis beaucoup renseigné au niveau féminisme, etc. Puis ça m'a permis justement, il y a environ 1 an et demi, d'écrire un film où mes personnages étaient toutes des femmes. C'était une enfant qui avait grandi, qui était devenue adolescente, qui avait vécu de l'abus par ses parents quand elle était jeune, et une travailleuse sociale qui, elle, essayait de dénouer ça au travers des années. Puis c'est ça, ça a été un scénario hyper bien reçu, autant par les gens dans mon cours que par mon enseignante. Donc, à ce moment-là, c'est ça, ça m'a permis justement d'ajouter des cordes à mon arc à ce niveau-là. Mais je pense justement que c'est très difficile quand tu commences à écrire, puis pas juste au cinéma, là. Je crois qu'aussi en écriture en tant que tel, c'est très dur de commencer et d'écrire des bons personnages du sexe opposé. Avec les années, c'est ça, si tu te développes, si tu tombes moins dans le cliché, tu es capable de faire des trucs. Puis la manière que je vois ça un peu, c'est pour revenir à l'idée de justement rendre les personnages queer un peu, de jouer avec les genres, c'est j'essaie d'écrire mes personnages de la même manière que Ridley Scott a essayé d'écrire le personnage de Ripley dans Alien. C'est-à-dire qu'à la base, Ripley n'était pas censé s'appeler Helen. C'était censé être un homme. Donc, on aurait le personnage, probablement l'icône féministe du cinéma depuis les années 70, aurait pu être un homme. Mais en fait, c'est qu'à l'écriture, ils l'ont écrit un peu comme un homme, de la manière comme ça. Puis c'est Ridley Scott qui est arrivé qui a dit non, tu sais quoi, moi, je verrais une femme dans ce rôle-là. Puis à ce moment-là, la personne qui écrivait le scénario, dont j'oublie le nom, elle est comme OK, veux-tu changer quelque chose? Non, laisse-la exactement comme ça. C'est un excellent personnage comme ça. C'est juste que je casserais une femme dedans. Puis c'est juste comme ça en fait, c'est que peu importe le truc que tu écris, si tu es capable de autant écrire un homme qu'une femme dans le rôle, selon moi, c'est là que justement que tu as quelque chose qui se tient, qui est bon, que tu as un personnage complet. Puis ça vaut autant justement pour un genre qu'un autre. Là. Si jamais tu écris un personnage masculin mais que tu ne pourrais pas le remplacer par un personnage féminin, c'est pas que OK, mais j'ai un bon personnage masculin. Non, c'est que ton personnage, il est ancré dans quelque chose, il est campé dans un rôle. Donc à ce moment-là, tu te limites au niveau, je trouve, de la profondeur que ce personnage-là peut avoir. Je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus. En fait, moi, c'est exactement ça l'approche que je prends. Puis moi, l'exercice, en fait, que j'aimerais que tout le monde fasse avec ces scénarios puis ces histoires, c'est justement, si tu gender switch tes personnages, est-ce que ça se tient encore debout? Tu sais, il y a certains trucs que c'est des trucs spécifiques à des situations sociales où là, c'est intéressant. Tu sais, puis... Mais je pense que c'est vraiment intéressant de faire cet exercice-là de si tu changes le genre de tes personnages, est-ce que ça se tient encore debout? Puis si ça se tient pas debout, pourquoi? Puis c'est là que on parle du féminisme, puis comme la femme, les femmes, on devrait parler des féminismes parce que tous les courants sont pas d'accord. Ouais. Moi, je m'inscris dans quelque chose qui est plus matérialiste, queer. Pour moi, entre hommes et femmes, il n'y a pas de différence fondamentale. Là. On n'est pas profondément différents. La seule raison pourquoi vous et moi et les gens de la société, on est différents, c'est qu'on est socialisés différemment. T'sais. Et moi, je cherche vraiment à challenger ça, en fait. Au-delà de reproduire la réalité, moi, je veux amener des films qui vont amener à réfléchir là-dessus, mettons. Puis tu parlais justement de changer de rôle. Puis pour moi, ça challenge aussi la normativité hétérosexuelle, des histoires d'amour. Ça, c'est les meilleurs scénarios des histoires d'amour hétérosexuelles. Là. Puis là, tu dis à la personne, « Hey, change le genre de un de tes personnages. » Puis ils sont comme, « Oh non, mais là, ça marche plus. » Puis je suis comme, « Ah, l'homosexualité, pour toi, c'est vraiment weird. Hein, » tu sais. Puis faire cet exercice-là, justement, si t'écris une histoire d'amour, là, puis dans ta tête, c'est des hétéros, fais juste l'écrire comme si c'était 2 femmes lesbiennes ou 2 hommes. Tu sais, juste pour challenger, voir si... Est-ce que l'essence de ton histoire est basée seulement sur l'hétérosexualité comme on la connaît comme norme sociale, ou est-ce que tu as vraiment quelque chose? Puis l'exemple de Ridley Scott avec Ripley est extraordinaire pour moi. Là. Puis, tu sais, si tu décides que tel personnage est une femme, j'ai-tu besoin de changer quelque chose au scénario? Non. Ton personnage, il est parfait, tu sais. Puis c'est comme si on associait certains traits de personnalité, certaines réactions à un genre ou à l'autre, tu sais. Puis... Tu sais, j'ai un de mes réalisateurs que j'aime beaucoup qui s'appelle Brian Fuller. Je sais pas si vous le connaissez. C'est lui qui a fait Hannibal, entre autres, Pushing Daisies, Dead Like Me. Il a participé aussi à la création de la nouvelle série sur Star Trek Discovery, qui n'est pas adulée par tout le monde, mais moi que j'aime beaucoup. Puis Brian Fuller, il fait quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Il donne des surnoms masculins, traditionnellement masculins à ses personnages féminins. Donc, dans Pushing Daisies, il y a un personnage qui s'appelle Charlotte, mais tout le monde l'appelle Chuck, là. Tout le monde l'appelle Chuck. Puis tu sais, pour moi, c'est rendu tellement normal parce que j'évolue, puis j'étudie, puis pour moi, tout est queer, puis le genre, tu sais...
Mais juste ce petit détail-là, tu sais, juste OK. Ouais. Puis on parlait récemment, il y a eu des discussions sur qui va remplacer Daniel Craig pour James Bond. Ouais. Puis Gillian Anderson, je sais pas si vous savez c'est qui, c'est l'actrice dans The X-Files. Ouais. Magnifique femme, magnifique actrice, icône de la science-fiction. Gillian Anderson a posté en blague, tu sais, une photo d'elle en suit en disant I can be your next James Bond, tu sais. Ouais. Là, c'était comme le gros, oh mon Dieu, va-tu falloir qu'elle s'appelle Jane Bond, puis tout. Non, tu changes pas le personnage. Elle boit les mêmes martinis, elle cruise les filles. C'est ça. Mais c'est Gillian Anderson. Hey, moi, je capoterais, là. Moi, là, j'ai mis billet pour la première journée de ce film-là. Là. Ouais, ça, il y a eu un gros tollé autour de tout ça, le James Bond, là, puis ça a aussi été parlé que ça allait peut-être être Idris Elba, un acteur noir. Oui, aussi. Puis dans les deux cas, que ce soit une femme ou Idris Elba, un acteur noir, il y a eu du tollé, mais énormément Qu'il y avait du autour monde de ça. n'est pas content. Ah oui, puis c'est ça, c'est qu'il y a certains rôles que je peux comprendre. Le fait de ne pas changer, disons, la couleur de peau du personnage, etc. Je vais donner un exemple comme ça. Je pensais entre autres à Batman. Batman, je l'imagine mal être afro-américain, pas parce que c'est Batman puis il est blanc, c'est que l'histoire de Batman, c'est que c'est un garçon riche qui vient de la famille la plus riche de New York. Sachant comment c'est fait de manière générale, c'est majoritairement un background blanc. Donc à ce moment-là, il y aurait une espèce de dissonance avec la logique scénaristique. Mais tu prends Spider-Man, que lui, justement, il y a des itérations que c'est un Afro-Américain. Donc, Spider-Man, qui est un jeune pauvre d'un quartier pauvre de New York, ça marche parfaitement. Tu peux absolument. Puis justement, Spider-Verse avec Miles Morales, c'est absolument fantastique. Mais c'est ça, puis à ce niveau-là, pour revenir à James Bond, c'est que c'est que dans ce cas-là, on s'en fout parce que 007, c'est un nom de code. Exactement. James Bond, Ouais. c'est un nom de code. Ouais. Ça peut être n'importe qui, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle race, de n'importe quel sexe. Ça reste un nom de code. Ça peut être absolument n'importe qui. Ça pourrait être moi, ça pourrait être Alex, ça pourrait être n'importe qui. Ouais, ben je suis d'accord avec toi. Puis même, tu sais, quand on parle de Batman puis tout, puis je pense que, tu sais, il y aurait quelque chose de subversif quand même, là, à faire une Batman femme ou une Batman ou Batman racisé. Tu sais, il y aurait quand même, je comprends, ancré dans son background puis tout, puis je pense qu'il y a des histoires qui sont plus intéressantes à faire, tu sais. Ouais. Puis, ben, Star Wars, hein. Ouais. Star Wars, là, hey, le tollé que ça a fait quand la nouvelle trilogie est arrivée, puis je sais que vous avez fait un épisode là-dessus, fait qu'on s'étendra pas, là. Mais tu sais, oh mon Dieu, une femme dans Star Wars, puis on est supposé être dans un univers, tu sais, far, far away, Ouais, c'est ça. long, long time ago. Bon, pourquoi est-ce que nos normes sexistes, hétéronormatives, tu sais, pourquoi dans cet univers-là, complètement fantastique, il y a encore les mêmes systèmes de pression qu'on a aujourd'hui. Puis ça, c'est un manque d'imagination de la part des writers. Oh, oui, là, clairement. Là. tu sais. Mais c'est intéressant de voir parce que t'as des gens qui étaient comme outrés parce que, oh mon Dieu, le nouveau Jedi sous la spotlight, c'est une femme, oh mon Dieu. Mais tu regardes les séries télé, puis t'as Ahsoka Tano dans les Clone Wars, Ouais. que c'est elle qui est dans le spotlight. Puis ça fait longtemps qu'elle est là, tu sais. Puis les gens adorent Ahsoka, Ouais, si je me trompe pas. Là. Ouais. Puis c'est ça, on parlait souvent qu'on se fiait sur des réalisateurs qui étaient super cool. Comme toi, Samuel, c'était Ridley Scott. Ouais. Et moi, personnellement, c'est George Miller, avec le dernier Mad Ouais. Max. J'ai Tu viens de frapper une corde sensible. J'ai un de fait- mes films préférés. j'ai fait, justement, dans le cadre du discours de cinéma féministe, à ma session dernière, j'ai fait mon travail final, justement, c'était sur ça. Dans le fond, pour expliquer pourquoi Furiosa, le personnage de Charlize Theron, pourquoi c'est ce personnage-là, le personnage principal du film. Puis c'est là que tu peux voir qu'il y a des retravails. On parlait de Ghostbusters tantôt. Retravailler une franchise déjà connue, souvent avec une base vraiment élitiste, Mhm. le retravailler, puis là, d'un coup, c'est une femme qui prend le lead. Des fois, c'est parfait, surtout avec Mel Gibson, qui a eu des Ouais. accusations un peu... Lui, c'est pas à caractère sexuel, c'est antisémitique. Mhm. Mais justement, tant qu'on est sur le sujet, je vais passer à une autre question que j'avais justement. On parle de Ghostbusters, on parle justement des personnages qui changent de sexe. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose de prendre des personnages justement qui sont traditionnellement masculins, déjà établis dans l'univers cinématographique, et de faire que ça devienne des femmes, comme justement ça a été le cas de Ghostbusters? Je vais vous laisser vous prononcer là-dessus. Moi, j'ai une petite opinion là-dessus personnelle, mais je vais vous laisser en parler si vous êtes. Ben, je peux y aller en premier. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse émotive, oui ou non. Je pense qu'il y a des projets comme ça qui sont
extrêmement réussi. Mad Max Fury Road, c'est un de mes films préférés tous les temps et j'adore les Mad Max originaux aussi. Là. Ouais. Je trouve que c'est extraordinaire, en fait, ce qui a été fait sur Fury Road. À tous les niveaux, sauf détruire le désert où ils sont allés filmer. Là. Ça, faut quand même le nommer. Ils ont genre Ah ouais. détruit l'écosystème. Là, fait que, hein. Mais autre que la destruction de notre environnement, c'est un film extraordinaire, vraiment. Moi, j'ai adoré, les nouveaux Star Wars. J'aime Star Wars, je suis pas une fan finie, mais j'ai beaucoup aimé. Tu sais, j'ai parlé de Ghostbusters tantôt. Tu sais, je pense que il y a une partie de moi qui est comme, si ce que tu fais, ça fait rager des alt-right sur Reddit, c'est que tu fais une bonne chose. Même si ton film, c'est de la merde au bout du compte, tu sais. Fait qu'il y a comme une partie de moi qui est comme, faites-en des Ghostbusters de merde, là, allez les insulter, là, faites-les rager, puis ça, c'est, tu sais... Côté provocateur, un peu. Là. Mais tu sais, quand ça fait 23 ans que tu tapes le patriarcat, à un moment donné, il peut en prendre un petit peu. Mais je pense qu'il faut que ça se fasse... Faut pas que ça se fasse sur la simple prémisse de, justement, on fait un film de femmes. Tu sais, puis Ghostbusters, j'ai quand même trouvé ça cool. Tu sais, ils ont vraiment un peu de gender switch. C'est des scientifiques. J'ai adoré le personnage de Chris Hemsworth qui joue une espèce de himbo, le secrétaire stupide, mais stupide. Mais tu sais, il est beau, mais il comprend pas ce qui se passe. Puis tu sais, ça, j'ai trouvé... Il y avait un bel humour quand même dans cette partie-là. Après ça, tu sais, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait de la place pour des histoires originales, des nouveaux films. Qu'on fasse pas seulement... maintenant que nous, les hommes, on a tout fait ce grand canon-là des histoires, prenez-les, faites vos films de femmes, puis nous autres, on va aller écrire autre chose. Exactement. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il y a cette question-là. Fait que, tu sais, je suis un peu mitigée, puis je pense que ça dépend du film, puis... Bon, il y a des bons exemples, il y a des très mauvais exemples. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, c'est exactement ça. Là, mon opinion, c'est que je trouve... Personnellement, je suis pas très en faveur de justement qu'il y ait des trucs comme ça, mais c'est justement pour cette raison-là. J'ai l'impression que c'est comme, OK, à cette heure qu'on a fait nos films, vous pouvez les reprendre, mettre vos personnages féminins, puis vous faites ça, puis pendant ce temps-là, vous n'aurez pas de personnage féminin fort qui va être vraiment écrit par vous. Vous n'aurez pas de personnage que vous allez avoir vraiment inventé de A à Z, puis ça va tout être des trucs qui vont justement faire polémique parce que c'était anciennement des personnages masculins. C'est justement, moi, personnellement, je préférais vraiment voir des nouvelles histoires écrites puis devenir mythiques avec des personnages féminins très forts de l'avant. Là. Je préférais vraiment voir ça que de voir justement... Je vais donner un exemple, mais aussi, on a eu récemment un film qui s'appelle Atomic Blonde avec Charlize Theron. Puis ça a bien été reçu, là, puis c'est un personnage cool, etc. Sauf que c'est James Bond en femme. Globalement, là, c'est vraiment ça. Ça n'a pas été un personnage... Tu sais, justement, ça n'a pas été un personnage comme... Je parlais tantôt de Guillermo del Toro. Ça n'a pas été un personnage comme ses personnages à lui, que sont des personnages à part entière, qui sont pas des réécritures d'un personnage masculin. Non, c'est des personnages à part entière qui deviennent super forts. Le nom du personnage m'échappe, mais dans le labyrinthe de Pan, t'as ce personnage qui est pas la petite fille, pas Ophélie, mais qui, dans le fond, sert de comme agent double, agent infiltré à l'intérieur de camp de la guerre espagnole, puis qui sert à amener des informations justement à un autre camp. Puis c'est une femme, puis ce personnage-là, je me souviens pas de son nom, mais je me souviens de presque toutes ses actions parce que ce personnage était tellement bien écrit et tellement intéressant à voir aller sur toute la ligne que tu peux pas oublier un personnage comme ça, justement. Même si c'est un personnage secondaire, parce que on suit Ophélie dans toute l'histoire, même si c'est un personnage secondaire, c'est un personnage qui te reste marqué. Tu n'as pas eu besoin, justement, que ce soit un personnage tiré d'un James Bond, d'un Harry Potter ou whatever avant ça. Ça peut être un personnage à part entière. Puis moi, c'est un peu comme ça que je le vois, justement, qu'on n'est pas obligé de réécrire des nouveaux personnages basés sur des vieux trucs. On peut juste en faire des complètement nouveaux, puis arriver à un résultat encore mieux. Pour revenir, en fait, c'est sur la question que tu viens... Ouais. Je me dis... En fait, je réfléchis à ce que Léo a dit, puis je me dis que, mettons, les franchises là, comme Ghostbusters, là, quand on réécrit des classiques, ça vient pas un peu normaliser un peu l'idée de faire ça du cinéma avec des femmes, puis justement, moi, j'aimais beaucoup ce que tu disais, là, de faire rager des alt-right. Je suis comme, ben oui, finalement, genre, je suis très d'accord, faisons ça. Mais ouais, faire normaliser l'industrie, puis juste, tu sais, si on fait ça, après, est-ce qu'on peut faire des vrais films, des vrais feature films? Ouais. Est-ce qu'on peut en faire des vrais? Moi, c'est là-dessus que j'aborde mon point, là. Tu verrais ça un peu comme un pont entre les deux, mettons. Ouais. Ben, si ça marche. Si ça marche pas, puis qu'on fait juste ça, non, là, je veux dire, ça sert, c'est dans le vide, là, mais si ça sert à avoir un Little Woman après, ou d'autres feature films après, oui, totalement. Ouais, je partage un peu ton opinion, Marchand. Alex, si ça marche,
pourquoi ne pas tout changer? Parce que moi, dans un œuvre qui se base sur une franchise déjà connue, j'aime bien mieux voir toutes les différences, voir qu'est-ce que les réalisateurs apportent de nouveau, Ouais. que de voir ah oui, ça, on l'a vu v'là 30 ans. C'est juste que là, c'est en HD. Puis, tu sais. Moi, je vais rebondir sur ce que Sébastien t'a dit, justement, des grosses franchises. Moi, j'aime d'amour passionnément à la folie Star Trek. Star Trek, si jamais vous voulez faire un épisode de Star Trek, là, appelez-moi, s'il vous plaît. Puis, tu sais, en ce moment, je réécoute la série originale. J'adore la série originale, tu sais, mais tu parlais justement... Avec Kirk? Ben oui, avec Kirk. Ben ouais, Leonard Nimoy à Spock, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, c'est des vieux sets, puis ils courent comme ça. C'est génial. Je vous recommande. C'est tout sur Netflix en plus. Ce que j'ai à dire avec ça, en fait, c'est que, tu sais, j'adore la série originale, j'aime les films originaux, j'aime à peu près tout ce qui a été fait sur Star Trek, c'est pas compliqué. Mais quand j'écoute Discovery, même quand j'écoute The New Generation, justement, tu sais, je veux pas me taper la même chose que j'ai écouté dans la série originale. Star Trek, ça fait quoi, 50 ans là, que ça roule, là? Puis pour moi, s'il avait fait Discovery, puis il avait recopié The Original Series, puis bon, on était dans la même chose, l'intérêt n'est pas là. Puis je pense que quand on reprend des films de franchise, ben il faut rajouter quelque chose. Puis tu parlais de Mad Max tantôt, Fury Road a rajouté quelque chose à la série Mad Max. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas juste un autre Mad Max. C'est on est ailleurs, tu sais. Puis prendre un canon de base, puis construire là-dessus, puis aller challenger, ben je trouve ça génial. Puis Star Trek, dans les dernières séries qui ont été faites, là, il y a Picard qui est sorti que j'ai pas vu, là. Oui. Mais, tu sais, on prend cet univers de base-là qui est extraordinaire, puis il y a un héritage, puis une histoire extraordinaire, puis on dit, hey, on prend ça, là, mais on va challenger les codes sociaux, puis on est en 2020, puis let's go, on le fait, puis ça, je trouve ça génial. Mais si tu fais juste reprendre le film parce que c'est populaire, ben souvent, ça fait des films médiocres, tu sais. Je sais pas si t'as vu ou entendu parler un petit peu de The Orville, qui était diffusé à peu près sur les mêmes chaînes que Star Trek, là, c'est-à-dire Space, etc. Là. Puis, dans le fond, c'est ça. On reprend le canon de Star Trek, on y rajoute l'humour, mettons, à la Seth MacFarlane. Puis là, je pensais que ça allait être juste un show d'humour. Là. Les premiers épisodes, c'était juste des conneries après conneries. Là. On avait l'impression de regarder Galaxy Quest. Ouais. Puis, et non, finalement, on avance des épisodes, mais on se rend compte qu'il y a vraiment des commentaires sociaux actuels avec des gender bends, puis des trucs vraiment extraordinaires. Puis je suis comme, waouh, il y a vraiment du contenu dans cette série-là. Écoute, j'ai dévoré la première saison, puis apparemment les prochaines vont être bonnes aussi. Je vous le recommande si vous êtes des fans. Mais ouais, Sébastien, est-ce que je t'ai coupé? Ouais. Oh, ben, je veux juste dire que dans le fond, tant qu'à reprendre une franchise déjà connue, apporte quelque chose de nouveau, sinon, ça sert à quoi? Tu fais juste faire ronronner les boomers. C'est bien formulé, effectivement. Les boomers, c'est chaud. Mais ouais, changement de sujet un peu pour cette question. On parle depuis tantôt de cinéma. On est très dans le cinéma hollywoodien, dans le cinéma américain. Ici au Québec, comment est-ce qu'on peut le placer, le rôle de la femme, dans notre cinéma québécois? Parce que, disons, on regarde les films qui ont été faits dans les dernières années, OK? Les gros films, c'est clair, ça met en scène des hommes, c'est des comédies très structurées. On pense à Menteur qui est sorti cette année, Bon Cop, Bad Cop, qui a eu le deuxième il y a quelques années, De Père en flic, etc. C'est toujours des hommes avec un style de comédie, etc. Mais plus récemment, il y a beaucoup de films à tendance plus féministe qui sortent. Je pense entre autres à Antigone qui est sorti récemment. T'as La femme de mon frère de Monia Chokri également. T'as tous ces films qui sortent. Est-ce que la femme prend plus de place ici au Québec qu'elle peut le faire aux États-Unis? Parce que justement, l'industrie est très différente. Je suis pas très calé en cinéma québécois. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut dire que ça stagne un peu. Quoique avec les derniers opus dernièrement, ça change un peu la donne. Mais j'ai l'impression que le cinéma québécois, ça stagne un peu. Je trouve que les jokes de cul, ça devient un peu plate. Ouais. Surtout, tu sais, on se dit comme ça c'est mon avis, là. Mais les humoristes québécois, là, white male, là, on peut-tu genre arrêter avec les jokes de ma femme puis les jokes de cul pis tout? En effet. Genre, non, je sais pas. Ben, je pense que c'est un autre problème X là, par rapport à l'humour au Québec en général, là, parce que d'un autre côté, t'as justement, disons, je vais utiliser l'exemple de Lise Dion, là, mais il y a quelques humoristes comme ça, féminines, que les autres, leur joke, c'est
je suis grosse ou des jokes par rapport à ça, mais comme constamment. Puis ça aussi, mais comme je dis, je pense que c'est juste un problème qui est stagnant dans tous les sphères d'humour. Récemment, on en a des un peu plus intéressantes. Je pense entre autres justement à Mariana Mazza dans cette sphère-là, que écoute, elle a apporté vraiment une très bonne twist à tout ce côté de joke de cul que tu disais là, de assez un peu réapproprier l'espèce d'humour grivois des hommes québécois en mode je suis une femme puis je peux faire des jokes dans le même style mais comme vous clenchez même en faisant ces jokes-là. Fait que c'est ça, je pense que c'est un problème un peu plus général, mais au niveau du cinéma vraiment là, j'ai l'impression que c'est peut-être une autre paire de manches justement. Ouais, mais tu sais, comme je disais, c'est sûr, c'est en train de changer la donne. Ouais. Fait que d'après moi, so far so good. Ouais, moi, je pense que ça va changer parce que ça va suivre la courbe de la population, tout simplement. Je veux dire, l'humour représentait la majorité de la population. Puis, ce que les gens aiment va être au cinéma. Et là, c'est comme ça qu'on commence à voir des Mariana Mazza. Ben, je dis pas au cinéma, mais dans les deux sphères. Là. Puis qu'on va peut-être... En tout cas, moi, j'ose croire qu'on va avoir des rôles intéressants dans les années à venir. Mais c'est ça, ça va être dans les années à venir. Mais pensez-vous qu'en ce moment, c'est mieux ici qu'à Hollywood? Grosse question, là. Je suis pas sûre, honnêtement. T'sais, d'après moi, on aime ça se distancer puis se différencier des Américains, là, mais en termes de normes culturelles, sociales, on est quand même pas si loin que ça. Là. Ouais, en effet. Je pense qu'au niveau, vraiment, si on parle la place des femmes au cinéma, féminisme, on est pas mal dans les mêmes zones, j'ai l'impression. Je trouve que le cinéma québécois aussi est... Le cinéma américain aussi, c'est peut-être juste ça vient me chercher plus parce que c'est au Québec, c'est chez nous et tout, mais... C'est vraiment hétérosexuel, là, le cinéma québécois. Là. Puis, tu sais, là, c'est des hommes puis des femmes. Puis, tu sais, je veux dire, le déclin de l'Empire américain, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut penser. Là. Les hommes et les femmes sont deux groupes distincts. Ils ne peuvent pas se comprendre. Puis, tellement de films ancrés là-dessus, là, c'est hallucinant. Là. T'as un personnage qui peut comprendre les femmes du côté des hommes, puis c'est Claude. Mais oui, parce qu'il est gay, évidemment. Exactement. Les gays... À ce moment-là, c'est très... Voilà, ça, c'est le pont, c'est le bizarre, c'est le pont global. Ouais, exactement. C'est un énorme cliché. Là. Attention, ce personnage-là, à part être gay puis avoir le sida, il n'y a pas beaucoup de traits de personnalité non plus, là, mais bon, on partira pas là-dessus. C'est comme le troisième lien des deux camps. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, j'ai de la misère, moi, à trouver dans le cinéma québécois des films qui m'allument. Tu sais, je m'accroche à Xavier Dolan comme... Un pou, je l'adore, je l'aime d'amour. Il y en a, justement, tu parlais de La femme de mon frère, Antigone. Il y en a des excellents films au Québec. Il y a le cinéma de Anémon aussi qui m'a complètement échappé, mais ça, c'est un très fort cinéma aussi. Là. On a une belle tradition de cinéma au Québec. Je pense pas qu'on est tant meilleur que les Américains en termes de représentation et tout. Puis, on a vu justement avec l'affaire Weinstein, on a eu notre Éric Salvaille, Gilbert Rozon, qu'on n'a pas nommé encore, étonnamment. Puis, tu sais, ça, encore une fois, c'est nos deux boucs émissaires, mais c'est systémique, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, on a les mêmes problèmes qu'ils ont à Hollywood avec moins de budget. Puis, on est 8 millions à la place d'être, je sais pas, sont combien aux États-Unis? 300 millions? 350-ish. Fait que, tu sais, on se retrouve à peu près dans les mêmes zones. On a les mêmes challenges, mettons. Là. Juste, ça paraît plus, mettons, comme le cinéma un peu plus féministe, disons, paraît plus ici. Pour la simple et unique raison qu'il y en a moins, donc on en voit... Notre star system, notre langue. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon impression. Juste du fait que, justement, il y en a moins. Quand il y a un film comme Antigone qui sort, quand il y a un film comme La femme de mon frère, tu sais, on est passionnés, on s'attaque là-dessus, définitivement. Moi, ce que j'ai remarqué au cinéma québécois aussi, c'est que... Puis, je vous dirai pas c'est quoi le film, mais vous allez savoir c'est quoi. OK. Un homme blanc, 40-50 ans, il vit en banlieue, il est déprimé, il sait pas quoi faire de sa vie, il est malheureux... Et il y a une famille, il est dans une famille nucléaire. Mais ce film-là, moi, je l'ai vu au moins 15 fois dans le cinéma québécois. Là. Je vous nommerai même pas de trucs spécifiques. Le mal-être de l'homme adulte hétérosexuel est tellement exploré au cinéma québécois, mais tellement à un point où moi, je suis tellement... Tu sais, j'ai plus d'empathie parce que là, je suis comme... Mais ces films-là, ils s'adressent à qui, selon vous? Ben, je veux dire à la plus grande masse, là, parce qu'on regarde la population québécoise est vieillissante. Donc, à ce moment-là, justement, puis on s'entend que la majeure partie de la population québécoise, c'est, en tout cas, les gens qui regardent les films, c'est soit des femmes qui ont grandi avec la religion, avec l'idée du patriarcat, ou des hommes. Ce qui fait qu'ils rentrent justement dans cette espèce de carcan-là, puis c'est le genre de films qu'ils vont apprécier, parce que c'est le genre de films qu'ils ont appris à apprécier avec les années. Donc, c'est un peu pour ça aussi, probablement, que le cinéma féministe, ça fait un peu moins. Puis justement, tu parlais aussi du cinéma avec des personnages qui sont pas hétérosexuels. C'est un peu la même chose, c'est que, comment je dirais ça, tout le côté
de l'homosexualité au Québec et des diverses sexualités commence à prendre de plus en plus d'ampleur, mais la vieille génération, qui est celle qui paye pour aller dans les cinémas, etc., n'a pas ces problèmes-là, ne rejoint pas cet univers-là, donc il y a moins de chances que ça soit vu. À part si tu t'appelles Xavier Dolan, que tu as ton nom très gros, il n'y a pas grand monde qui va le voir. Puis même à ça, la plupart des gens qui vont voir du Dolan qui sont dans ces sphères-là, généralement, ils vont le voir puis ils vont dire que c'est mauvais, donc... Ben oui, puis je pense qu'il y a une différence aussi entre accepter, fait que tu sais, tes grands-parents qui sont comme, c'est correct si t'es gay, Ouais, tu sais, c'est ça. puis considérer ça comme normal, tu sais, souvent, justement, faites le test, là, mettez un couple homosexuel dans un de vos scénarios, là, puis là, tout le monde va être comme, oh my god, c'est comme, c'est big, tu sais, puis c'est... Puis l'idée de la normalisation est pas là encore, tu sais. C'est que souvent, il y a quelque chose que je vois souvent, puis c'est, mettons, on rajoute un personnage féminin ou couple homosexuel, puis là, tout le monde dit, oh, c'est bien, là, c'est pour que ce soit plus acceptable, plus ouvert, c'est un peu try hard ce que tu fais. Mais au contraire, je pense que c'est juste comme expérimenter, apporter quelque chose de nouveau. Ouais. Genre, c'est pas tant pour plaire au mouvement, Mhm. c'est juste pour apporter quelque chose de nouveau. C'est beaucoup plus simple qu'on en fait, je pense. Moi, c'est ce mot-là que j'accroche, nouveau. Pourquoi c'est nouveau? Pourquoi? Ben c'est ça, en fait, on sait tous ça, mais c'est ça l'idée de normaliser. C'est de prendre place, que ce cinéma-là prenne place de plus en plus et que ça devienne normal et non pas nouveau. Que ça ne fasse pas surprise. Il y a quelque chose que tu as dit, Sébastien, qui m'a amené à un truc assez intéressant. C'est que, sachant qu'il va tout le temps avoir des grosses réactions, justement, quand on va faire quelque chose de progressiste, que ce soit, justement, des personnages homosexuels, des personnages, justement, très féministes qui s'assument, des personnages racisés dans des rôles plus caricaturalement blancs. À ce moment-là, tu vas avoir une réaction de la part de la foule. Il y a des gens qui vont dire « on boycotte le film, on fait ci, on fait ça » parce qu'on n'est pas d'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens vont s'empêcher justement d'aller vers ces avenues-là, d'essayer d'expérimenter, justement essayer de faire des personnages comme ça pour les normaliser, pour montrer, regarde, on peut faire des personnages comme ça existe, puis il n'y a pas de différence tant que ça entre ces personnages-là puis nous autres en tant que tels. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient s'obtenir de faire ça parce que justement, ils veulent que leur film fonctionne, ils veulent que leur film soit aimé? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec et ailleurs qui sont willing d'écrire des films qui sont progressistes, de réaliser des films. Je pense qu'il y en a beaucoup, puis je pense qu'un des gros problèmes structurels, en fait, c'est la question du financement, puis la question de l'argent. Tu sais, le cinéma, ça reste un des arts qui est le plus cher, en fait, à produire. Ça coûte une fortune faire du cinéma. Il peut aussi être le plus rentable, mais justement, ça prend des ingrédients qui marchent. Exact. Mais tu sais, au Québec, essayer de faire un film, ben, faut que tu envoies ça à la SEDEC. Puis là, tu sais, ça reste que c'est la SEDEC qui va décider. Fait que si t'arrives avec une espèce d'idée super éclatée de le genre, ça existe pas, c'est, tu sais, du moment que t'amènes quelque chose de progressiste, challengeant, tu sais, les gens vont être réticents, puis ça se comprend aussi, ils sont là pour faire du profit, puis c'est un des problèmes de vivre sous le capitalisme, d'ailleurs, là. En effet. Mais je pense que la question du financement, tu sais, tous ces beaux projets-là qui dorment dans des dossiers parce qu'ils sont pas financés, puis il y a quand même des avenues, quand même des gens qui réussissent à faire du cinéma indépendant, du cinéma avec peu de budget, puis je pense qu'il faut explorer ces avenues-là parce l'industrie en tant que telle, mettre des millions et des millions, il y a des critères assez stricts, là, je pense. Ouais. Je pense que dans le cinéma indépendant, un peu, que tu vas voir les questions les plus pertinentes Ouais. à être soulevées. Mais à ce moment-là, justement, est-ce qu'il devrait y avoir plus d'efforts de fait de la part des gens en production afin d'amener ces films-là, ou est-ce que vraiment le fait qu'il y a une espèce de connaissance en quelque part, qu'on sait que les gens vont être réticents à aller le voir, et donc que c'est un énorme risque de faire des films comme ça enlève justement toute possibilité que des gros studios comme, disons, je vais dire Disney ou la Fox, etc., en fassent des films comme ça? Moi, j'ai l'impression que c'est juste parce que c'est une industrie hermétique. Ouais. Tu sais, tantôt, on parlait d'un cercle vicieux qui tourne et qui tourne et qui tourne. Puis c'est juste les gros noms qui sortent. C'est pour ça que, tu sais, d'ailleurs, dans les Oscars, moi, j'avais le meilleur film, j'avais dit Scorsese. Non, pas Scorsese. Tarantino? Tarantino, exactement. Pas parce que ça me tentait, mais parce que c'est les gros noms, puis c'est les gros noms qui font tourner. Puis ça, on le dit, l'industrie du cinéma, c'est quoi qui coûte cher, puis c'est tout le temps du risque. En fait, la perception du marché d'Hollywood, c'est que c'est un commerce au lieu d'une plateforme d'art. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, en tant que plateforme indie, là, tous les films indépendants ils peuvent aller se promener là-dedans, mais sans avoir les budgets. C'est plate, mais Ouais. puis c'est là tantôt je parlais de normalisation, si on commence à faire apparaître ce genre de cinéma-là de plus en plus et de normaliser la chose, peut-être que Hollywood va se normaliser. Mais ça regarde mal pour le moment. Ouais, tu sais, souvent avec les Oscars, on voit souvent
quelqu'un gagne un Oscar, Ouais. mettons le White Male va gagner un Oscar, Ouais. tu dis, c'est son, je sais pas moi, son 7e Oscar. Oui, ok, si ça fait 7 Oscars que tu gagnes, félicitations, en même temps, ça veut pas dire un peu quelque chose? Tu sais que c'est un peu toujours les... Ouais. Moi, je rêve aux nominations en plus. Pas en plus, mais surtout, là, parce que je me dis, gagner un Oscar et être nominé, c'est pas tellement loin. Non, en effet. C'est pas tellement loin. Quand t'es nominé, c'est parce que t'es nominé pour être le meilleur, là, puis avoir des réalisatrices qui sont en nomination. Commençons par là, ça presse. Mhm. C'est sûr qu'il y en a certains comme... Je vais prendre un exemple de justement quelqu'un qui a gagné foutrement beaucoup d'Oscars, qui a été nominé des dizaines de fois. Mais Roger Deakins, ça va être un homme blanc. Tu peux pas y enlever tout son talent de réalisation photo. Là. Roger Deakins, c'est un emblème du cinéma à ce niveau-là. Donc, mais je suis d'accord avec toi que peut-être plus qu'on regarde les nominations que les gagnants. Parce que les gagnants, justement, j'ai l'impression que c'est rare des gagnants que t'es comme « Ah ouais, non, il le méritait pas comparé à tel autre film. Ouais. Mais au contraire des nominations, il y a des fois que t'es comme justement cette année, je trouvais que dans les nominés, que c'était presque toutes des femmes blanches niveau meilleure actrice. Je pense qu'il y avait une femme noire. Lupita Nyong'o aurait pu facilement être dans les nominations Ouais, je suis très d'accord avec facilement. Vraiment, puis... Tu sais, je pense que là, on s'intéresse aux Oscars, puis bon, vous en avez parlé en masse ouais. dans un autre épisode, fait qu'on s'éternisera pas, là. Mais tu sais, souvent, il y a cette espèce d'agglomération-là que si on fait, disons, de la discrimination positive, là, fait que si on encourage le cinéma par des personnes qui sont pas des hommes blancs, ben ça va nuire, tu sais, aux artistes, puis, tu sais, comme si on disait, faut encourager le cinéma des femmes, comme si on disait que les hommes avaient pas de talent, tu sais. Ouais. Puis... Tu sais, je pense qu'on s'inquiète beaucoup là, pour la carrière de des gens, que leur carrière n'est pas en danger. Là. En effet. Si quelqu'un comme Roman Polanski a encore une carrière florissante, je pense qu'il y en a une couple qui peuvent survivre à ne pas gagner d'Oscar. Puis, tu sais, je veux dire, les Oscars, c'est une gang qui se flatte dans le dos. En effet. Fait que, tu sais, je pense que ça prend du changement structurel. Tu sais, à la base de la production. Tu sais, je pense que... Puis le cinéma, tu sais, c'est une chaîne de production... énormément d'étapes, tu sais, puis c'est dur quand t'es une personne de comme faire du changement jusqu'au bout, tu sais. Puis on associe beaucoup bon film à son succès commercial aussi, ça c'est un autre tenant du capitalisme, là, mais tu sais, il y a énormément de films cultes qui sont devenus super populaires, qui ont été des flops totales à leur sortie, tu sais. Est-ce que Birds of Prey dans 20 ans va être un film culte? Peut-être, on sait pas. Puis c'est dommage, je pense, parce que je pense qu'au Québec, vu qu'on a moins de budget, moins de public, on a moins de moyens. On se permet moins de faire des flops, mais pas des flops films juste mauvais, point barre, là, mais de prendre des risques. Prendre des risques, exactement. Je pense qu'il y a moins de place pour ça. Puis tu sais, là, je reviens un peu plus sur ce à quoi on est exposé. Tu sais, moi, je regarde les corpus de mes cours, les films qu'on écoute dans les cours, puis moi, j'arrive de sociologie, puis sociologie, bon, c'est assez progressiste quand même, mais pas tant que ça. Puis, tu sais, moi, je fais tout le temps, je prends le plan de cours, je regarde la bibliographie, puis là, je fais des stats, tu sais. Puis, tu sais, souvent, là, les sociologues, par exemple, qu'on étudie en sociologie, ben ça va être des hommes blancs, mais c'est les classiques, c'est les canons, c'est les auteurs, puis je vois la même chose, tu sais, en cinéma. Puis, il y a des cours qu'on a, j'ai accroché le micro, je m'excuse, je vais refaire ma phrase. Il y a des cours qu'on a que, tu sais, je regarde ce qu'on écoute, puis je suis comme, c'est pas vrai que ce film-là, c'est le meilleur exemple que c'était ça de m'enseigner. C'est un vieux film, c'est plus un film qui est d'actualité. Il n'y a pas l'effort de dire « Hey, genre, la moitié des films qu'on va écouter dans ce cours-là, ça va être des réalisatrices, tu sais. » Parce que ça prend cet effort-là, ça prend ce challenge-là, puis je pense que c'est un angle mort souvent de nos enseignants puis des choix en général, mais de faire le choix, justement, de... Tu sais, là, on est dans un podcast. Comment vous choisissez les sujets de votre podcast? Mettons, c'est sûr que c'est vos intérêts, ce que vous aimez, non. Puis quand on prend le temps de s'asseoir, on regarde ce qu'on fait, puis on essaie de voir nos angles morts, ben c'est là qu'on peut aller chercher des sujets intéressants, tu sais, vous allez explorer des trucs que vous connaissez moins, puis aller chercher plus de représentation, puis tu sais, c'est... Mais faut se faire ce challenge-là, faut avoir un peu d'humilité, de se regarder, puis faire comme, ben oui, j'ai fait écouter 10 films, c'est tous des réalisateurs hommes blancs, mettons, dans mes cours, tu sais, ça prend un petit peu d'humilité pour le faire, là. D'accord. Je pense que le point justement de l'humilité, d'être capable de se regarder dans le miroir, c'est un truc super intéressant, justement par rapport à tout ça. Puis parlant de ça, se regarder dans le miroir un peu par rapport à... on parle beaucoup justement de la place des femmes au cinéma commercial. On a parlé un peu, Sébastien, t'en as parlé un peu du cinéma indépendant, que c'était peut-être un peu plus la place. Mais est-ce que les problèmes qu'on voit justement avec l'image des femmes dans le cinéma
plus commercial, se retrouve également dans le cinéma indépendant ou est-ce que c'est vraiment un truc qui est inhérent à cette espèce de cinéma capitaliste commercial-là? J'ai l'impression que je pense que personne peut en échapper. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, c'est du gros capitalisme. Mais je pense que dans le cinéma indépendant, il y a plus de potentiel. Ouais. C'est plus ouvert à ce genre de thèmes qui sont plus progressistes. Ouais, il y a une plus grande possibilité de prise de risque, là. C'est ça. Ben moi aussi, honnêtement, je pense que c'est similaire. Petite statistique quand même, j'ai fait mes recherches. C'est un peu mieux dans le cinéma indépendant. Ouais. Tu sais, quand on parle de female protagonist puis male protagonist, donc vraiment des personnages principaux, là, ça, c'est des stats, encore une fois, c'est les 100 films américains. Tu sais, c'est... Ben, c'est pas les 100 films américains parce que là, il y a de l'indépendant, là, Ouais. mais c'est des centres de recherche américains. 45% des protagonistes féminins sont dans les studio features, OK. puis 55% dans indépendant. Puis les hommes protagonistes ont 57% de chances d'être dans le studio versus 43% indépendants. Donc, on a quand même une petite marge de 5-10% là, qui varie. C'est pas vrai. C'est pas énormément, mais tu sais, c'est quand même intéressant de voir. Je pense que... C'est beaucoup plus proche du 50-50, par contre, là. C'est beaucoup Oui. plus proche d'une équité qui a de l'allure comparé Oui. justement au film hollywoodien, là. Quand même. Ça, c'est clair, là. Ouais, c'est ça, on parlait de justement réalisateurs qui sont capables de faire des films féministes, on en a parlé, sauf qu'on s'entend que de manière générale, il y a plus, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont mettre de l'avant des personnages forts féminins dans leurs films. Mais est-ce que on met un peu les femmes, on les enferme dans le carcan du cinéma indépendant en justement leur donnant pas les budgets d'Hollywood? Je pense à une quote de Frances McDormand, il y a environ 2 ans, je crois, quand elle avait gagné son trophée pour meilleure actrice pour Three Billboards. Elle avait dit que justement, pas immédiatement là, mais que invitez-nous, les femmes, dans vos bureaux, les producteurs d'Hollywood. On en a des idées, on en a des scénarios, puis on attend juste d'avoir le montant pour pouvoir justement les faire, ces films-là. Donc, est-ce que justement, il y a un côté que sont enfermés dans ces films-là, puis c'est pour ça justement qu'il y a beaucoup plus de gens qui le font à l'indépendant que dans les gros studios? Ben, je pense que c'est clairement un gros facteur là-dedans, là. Puis, tu sais, on reste que le cinéma indépendant de par sa nature fait que tu rends des comptes à moins de gens, tu sais. Ouais. Fait que c'est plus facile, en fait, de t'associer avec des gens qui vont être willing de travailler avec toi, puis bosser sur tes idées, puis changer un peu les choses comme tu veux, tu sais. Puis, tu sais, on en a pas beaucoup parlé aussi, mais je pense que le scandale de MeToo, Ouais. puis toute la vague que ça le fait, tu sais, faut pas oublier, tu sais, que ce genre de truc-là, tu sais, combien de femmes ont été découragées par ça, puis on peut parler des violences sexuelles, on peut parler du harcèlement, mais on peut parler aussi de la question du salaire, Ouais. qui sont moins payés, ils ont moins de budget, tu sais, c'est comme... T'essaies de fonctionner dans un système, tu vas à contre-courant, là. Tu sais, la Ouais. machine à vague est vers toi, là, puis toi, t'es comme, faut que je me rende, tu sais. Puis c'est plate, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas par manque de détermination, mais parce que c'est juste impossible. Tu sais, Ouais. c'est trop. Puis le mouvement MeToo, ben c'était... Il a fallu que, en fait, les hommes réalisent que, c'était... Bon, les stats exacts, ça varie entre 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 2, là, peu Ouais. importe, là. Mais... Tu sais, il a fallu que ça soit justement systémique, que ça soit... Puis là, il y a une prise de conscience, puis tout le monde embarque, puis tout, tu sais, puis... Il y a beaucoup de choses comme ça, malheureusement, que c'est tellement ancré dans la culture, je pense, Ouais. que à toi tout seul, même si t'es bien déterminé à être une réalisatrice d'Hollywood, ben, tu te rendras pas, genre. Ouais. Bam! Mic Exact. drop! Quelle fin sympathique. Écoute, c'était très bien dit. Je passerai à peut-être quelque chose d'un peu plus, tu sais, parce qu'on en parle depuis tantôt de féministes, de cinéma féministe. Si vous aviez à donner un film ou 2-3 films à voir pour justement essayer de comprendre ces enjeux-là, comprendre comment cette image qu'on a des femmes en société est altérée parfois par le cinéma, quel film vous proposeriez justement de voir, de peut-être analyser et comment les angles justement qu'on peut aborder à ce niveau-là? On a parlé un peu tantôt, ce serait le dernier Mad Max. Ouais. Ben, tu sais, comme on l'a déjà dit, le personnage principal, c'est pas Max. Ça porte pas juste Furiosa, plein de personnages femmes qui sont extraordinaires. Ouais. Puis évidemment, c'est basé sur une franchise déjà connue. Donc c'est vraiment intéressant de faire
pas le pont, mais faire différence entre les deux générations Ouais, de films Mad Max. Donc, ouais, ça surprend. ok. In a good way. Je pense que je vais juste y aller avec mon exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire The Danish Girl. Ouais. Possiblement, juste pour ses possibilités puis son... Tu sais, jouer avec les genres, etc. Je pense que c'est un bon exemple. Pas que c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui me vient en tête. Moi, je veux quand même dire que The Danish Girl, ça reste un homme cis qui joue une femme trans. Là. Ouais. Fait qu'il y a des bons films sur des personnes trans out there faits par des personnes trans. Là. Je vous en dirai quand même plus là-dessus. Mais bon, ça reste un bon film. Moi, j'en ai 3. J'en profite parce que je suis invitée, fait que je fais ce que je veux. Oh oui. Le premier que je vous recommanderais, en fait, c'est d'aller au cinéma, aller voir Portrait de la jeune fille en feu. Ouais. J'espère que quand le podcast va sortir, il va être encore au cinéma parce que ce film-là est magnifique. C'est un film qui a été boudé, selon moi, aux Oscars, aux Césars et compagnie. C'est un film qui a été fait quasiment entièrement par des femmes. Des femmes, d'ailleurs, qui ont envoyé Roman Polanski... Ouais, César. c'est ça, c'est magnifique. Écoutez, je vous en dis pas plus. Je vais juste vous dire que c'est le premier film où j'ai vu 2 femmes s'entraider pour des douleurs menstruelles. Puis là, ça a l'air, tu sais, c'est niaiseux, là. C'est juste c'est pas un big deal, les douleurs menstruelles. C'est la première fois que je vois ça au cinéma. Ouais, c'est ça. Quand même. Puis c'est un tout petit bout de ce grand film-là. Je vous le recommande beaucoup. Le deuxième film que je vous recommande, c'est un film français, c'est un film d'horreur français. Ça s'appelle Grave. En anglais, c'est Raw. Ouais, Tu l'as-tu c'est vu? très, très bon. Ouais. Chef-d'œuvre, c'est magnifique. C'est un coming of age d'une jeune étudiante française. Et ça vire... Moi, le cannibalisme, c'est un thème que j'adore au cinéma. Ouais, là. disons, peut-être pas écouter le film si vous êtes cœur sensible, par contre, Non, là, parce que, non, écoute... absolument pas. Puis, si vous n'êtes pas végétarienne, ça va peut-être vous convertir. Mais excellent film d'horreur, j'adore ce film-là. C'est le premier film d'une réalisatrice française en plus. Pour un premier film, c'est extraordinaire. En effet. Puis bon, excellent film d'horreur. Puis le dernier que je vous recommande, petit cadeau en fait, c'est Midsommar de Ari Aster, réalisé par un homme, écrit par un homme. Mais il y a quelque chose dans ce film-là, là, je vous spoil pas, je vous dis pas c'est quoi, mais quand le film finit, vous allez avoir une des deux émotions. Vous allez soit être d'accord avec la protagoniste ou vous allez trouver ça whack. Puis je vous invite à vous questionner sur pourquoi, comment et qu'est-ce qui vous amène à penser comme ça. Fait que si jamais vous l'écoutez tout, on se fera un épisode de horreur, femme horreur au cinéma, ça serait bien cool. Donc, ça serait mes recommandations. Parfait. Moi, pour ma part, je vais y aller avec 2 classiques, mais c'est dans... Ce qui va être intéressant, en fait, en regardant ces classiques-là, c'est justement de le voir dans l'optique qu'on aborde un peu depuis le début, Alien et Aliens de James Cameron. En fait, c'est que si on regarde les 2 films, ce qui est intéressant, c'est que tu regardes le premier, Alien, et le personnage de Ripley, tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Très bon personnage, très, très fort aussi. Ce que je vous dirais, c'est peut-être regarder la différence entre elle et dans le premier film avec Lambert, qui est l'autre personnage féminin, qui est pas du tout construit comme Ripley l'a été, et donc est très dans le cliché, etc., pour vous donner une idée justement de cette espèce d'image des femmes-là. Et encore plus, de regarder Aliens de James Cameron, qui, si on le regarde juste en surface, c'est un excellent film, c'est super bon, tu rentres dedans, il y a de l'action, etc. Mais si on se met à analyser le rôle que Ripley joue, on se rend compte à quel point l'image qu'elle projetait dans le premier film de femme forte est complètement détruite par une normalisation des codes. C'est-à-dire qu'elle devient une mère, elle tombe en amour, au début elle est faible, il n'y a personne qui la croit. Ça devient un personnage féminin très cliché, alors qu'au début c'était un personnage vraiment exalté par rapport à ce qui se fait normalement. Donc, c'est probablement les 2 films que je trouve qui sont les plus intéressants à ce niveau-là, parce que puis ils sont un peu faciles d'accès, j'ai envie de dire. Tu sais, tout le monde peut trouver les Aliens, tout le monde va trouver ça intéressant à écouter aussi comme film. Donc, à ce niveau-là, c'est probablement ceux que je vous enverrai voir. Écoute, j'ai une question surprise pour vous. Ouais. C'est pas exactement en lien avec le cinéma, mais vous allez comprendre. Vous pouvez prendre du temps pour y réfléchir, là. Nommez-moi 5 peintres femmes. Ouf! Je pose cette question-là juste parce que, tu sais, vous voyez ce que je vais en venir. Oh, là. oui. Genre, pourquoi on connaît pas? T'sais, pourquoi on est capable de nommer genre 28 personnes aussi fameuses que Picasso, Da Vinci, etc. Ouais. Mais pourquoi pas de femmes peintres?
Ouais, très bon point. Tu sais, moi-même, Puis, en ce moment, là, je peux pas t'en nommer une. je peux en nommer 2. Je peux pas t'en nommer une, honnêtement. Mais je pense que c'est... Puis là, tu parles de la peinture spécifiquement, puis... Ouais, c'est tu sais, mais je pense que ça peut se faire dans plein de trucs Exact, aussi, genre... Ouais. Il y exact. a peut-être Tout juste mon la point. musique qui échappe, là. Ouais, Puis même à ça, effectivement. c'est de nos jours, parce que des Effectivement. compositrices classiques, disons, comme Beethoven, etc., il y en a pas. Exact, Là, on en connaît exact. pas. Ouais. Puis il y a un excellent cours à l'UQAM qui s'appelle Apport des femmes à l'histoire de l'art, donné par Thérèse Saint-Gelais. Si jamais vous voulez un petit cours libre, là, vraiment intéressant. Puis je connais quelqu'un qui l'a pris, fait que là, je suis comme, faut que je me rappelle. Là, je m'en rappelle pas, mais je pense que c'est ça. Puis je pense que tu demanderais aussi à quelqu'un. Tu sais, là, nous, on est bien dans le cinéma, puis on en jase, on a fait nos recherches, mais tu sais, 5 réalisatrices, là, tu sais. Ouais. Puis, Ouais. c'est pas facile, là. Oh oui, ça. c'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, je peux juste en nommer 2. Il y a Corneau puis Frida Kahlo. Ah, Calo, bien sûr. Ah, ouais. Ouais. Puis Corneau, ben, québécoise, fait que 2 points de plus. Ouais. Ouais, c'est ça compte pour 2. Mais oui, puis déjà là, 5 réalisatrices au cinéma. Ils sont pas campions. Ouais, c'est ça, je veux dire, Jane Campion, je peux en nommer quelques-unes, là. J'en connais, mais je pourrais pas en nommer autant que je peux nommer de réalisateurs masculins, c'est clair. Ouais, C'est clair, 100%. là. C'est sûr. Donc oui, c'est bien de mettre ça en perspective. Ouais. Alex, je trouve que c'est une belle façon de conclure ça un peu, de remettre ça dans l'image de l'art en général, que le problème, c'est peut-être pas juste au cinéma. Donc, si le problème n'est pas juste au cinéma, c'est peut-être un problème beaucoup plus gros que le cinéma. Si je peux t'aider à conclure, en fait, juste à poser la question encore, tu sais, nous, là, qui commençons une boîte de cinéma, là, Ouais. on rêve de tourner, on veut faire ça. Ouais, en là. effet. C'est quoi l'antidote à tout le problème autour du manque de féminisme? J'ai pas la réponse. Écoute, Je prétendrai pas avoir la réponse. je pense que une partie de la solution, c'est justement de faire... Tu sais, on dit on part une boîte de production. Jusqu'à très récemment, on était quoi? On était 6 gars. Ouais. Tu sais, comme même en ce moment, là, dans la salle, là, on est 3 gars. Ouais, et- c'est ça. Il c'est- était supposé avoir une fille de plus, mais malheureusement, Ouais, en on a eu une cancellation. Mais donc, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est bon d'avoir plus de femmes dans des rôles, justement. D'essayer... ça, il y a beaucoup de gens qui se sont foutus un peu de la gueule de Justin Trudeau lorsqu'il a dit on met ça 50-50, les Ah ouais. députés, Ah etc. Ça va être 50-50, moitié femmes, moitié hommes. Puis il y a plusieurs personnes qui ont ri de lui, mais en même temps, Bienvenue en 2018, là, je pense qu'il l'avait bien dit. Ouais, C'était c'est ça, ça. 2018? Peu importe. ouais, quelque chose de... 2015, là, Wow. mais... Ah Because Ah, it's ça- 2015. Ouais, exactement. 2015. Mais dans tous les cas, c'est que même si beaucoup de gens ont ri de lui, je crois qu'il y a un point que justement, il faut donner une plus grande place aux femmes si on veut avoir leur rapport et que justement, qu'on puisse vraiment regarder l'histoire puis se dire, ah ouais, ça a été apporté par une femme, puis qu'on arrête de dire, ouais, c'est juste les hommes qui ont marqué l'histoire, parce que c'est sûr que si on leur donne pas de place, s'il y a pas de place qui est donnée aux femmes en société, ils peuvent pas marquer l'histoire. Mhm. En Donc, effet. c'est ça, c'est de faire de la place à celle-ci. Ouais, puis tu sais, quand vous partez des projets, des trucs comme ça, tu sais, justement, d'avoir l'idée de cette parité-là en tête, puis d'être conscient aussi de son billet, puis conscient de ses limites, Ouais, ouais. puis être capable de se regarder, puis faire « Hey, aujourd'hui, on est 4 personnes blanches, mettons, on le reconnaît », puis tu sais, c'est important d'avoir cette vision-là sur soi-même. Puis tu sais, dans votre boîte de prod, par exemple, ben si vous êtes 6 dudes à la table, ben il faut être conscient de ça, tu sais. Puis Ouais. après ça, quand vous allez vouloir faire des projets, ben peut-être que vous allez devoir vous forcer un peu la main, là, à être comme « Hey, on pourrait inviter notre chum, mais hey, on fait un effort, on va chercher elle. » Puis, Ouais. tu sais, puis du moment que tu as cette conscience-là, puis que tu travailles à comme pas toujours reproduire les mêmes choses, ben le Mais de voir monde, les là- angles morts, comme tu disais. tantôt. Exactement. Puis faire l'effort de voir les angles morts, ben après ça, tu sais, le monde est à vous, là. Tu sais, tout est possible, puis il faut juste avoir... Des fois, il faut être prêt à vivre un peu d'inconfort, puis mettre un petit peu son privilège en danger pour changer les choses, puis Clairement. c'est ça qui fait du bon cinéma, d'après moi. Ouais, je suis amplement d'accord. Écoute, je pense que ça conclut vraiment bien l'épisode. Donc, merci Léo d'avoir été avec nous. Ça a été super intéressant. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était très le fun, très content. Donc, c'est toute l'équipe d'Equilibrium qui vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous rappelle que le but d'Equilibrium, c'est de parler du cinéma et de prendre un sujet qui est polarisé pour déterminer que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais tout est simplement gris. Donc, la semaine prochaine, parce que, bien sûr, on a un autre sujet la semaine prochaine. Est-ce qu'il va sortir la semaine prochaine? Là, ça va dépendre de nos disponibilités pour le studio, sachant que le studio où on enregistre est fermé pour 2 semaines pour cause de coronavirus. Donc, c'est ça, au moment où l'épisode va sortir, peut-être que les 2 semaines vont être terminées et qu'on va pouvoir, je sais pas, on verra. Un roulement de tambour. Mais Ouais. en principe, on va pouvoir être en mesure de vous parler de Batman.
Donc, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. La franchise. Ouais, toute sa franchise. C'est sûr qu'on va l'aborder beaucoup plus dans le sens du cinéma, mais ça risque d'être intéressant avec le prochain qui sort récemment, avec le Joker qui est sorti aussi. Ça va probablement déboucher sur des belles conversations à ce niveau-là, puis être un petit peu plus léger que les sujets très sérieux qu'on a abordés aujourd'hui. Peut-être. Donc, on vous remercie tous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Bye bye.